Salut à tous et bienvenue sur Casa Milan. Il est temps de faire le bilan de la saison 2018-2019 côté milanais. C'est notre 11e bilan et à l'heure où le grand chambardement est annoncé, tâchons dans un premier temps de constater, de commenter, d'analyser, de clarifier la bouillie de football qui nous a épuisés pendant des mois. Le tout avec Nico, Roland et Tom. Salut à vous. Bonjour. Bonjour. Alors la nouvelle de la semaine, c'est donc que le Milan ne jouera pas la Ligue des Champions. Pas d'argent donc, mais vu le niveau de jeu proposé cette année, ça nous aura peut-être évité de nouvelles humiliations. Commençons dans un premier temps par revenir sur ce qui s'est passé cette saison avec Roland. Bah voilà, tu as tout dit en introduction, pas de Ligue des Champions, ce qui signifie qu'on n'a pas fini donc dans les quatre fameuses premières places qualificatives à la Ligue des Champions. Malgré parfois des périodes enchaînant les bons résultats, notamment à partir de janvier jusqu'à mi-mars à peu près, on a cru longtemps pouvoir tenir notre quatrième place, malgré un jeu toujours aussi peu flamboyant, mais des résultats qui forçaient de constater tenaient la route. Nous n'avons pas su tenir la longueur à ce sujet-là, et donc à partir d'un moment, on a inexorablement commencé à décliner. On pourra parler du point de départ, peut-être par rapport à la première partie de saison, le match contre la Juve à San Siro, qui a été déjà initiateur d'un certain ralentissement et d'un certain coup d'arrêt. En deuxième partie de saison, ce sera le derby face à l'Inter, donc qui a marqué sans doute la fin des espérances pour la Ligue des Champions. Donc voilà, on progresse par rapport à l'année passée, puisqu'on termine cinquième. On progresse au classement, si on veut. Est-ce qu'on progresse dans le jeu, dans les certitudes, dans la qualité? Je ne suis pas sûr. Cela s'est vu à nouveau aussi en Europa League, où le parcours a été nettement moins brillant que la saison passée, puisque nous ne sommes même pas sortis de notre groupe. On en avait déjà parlé lors des émissions de cet hiver, où on avait évoqué voilà, la mauvaise passe du Milan à cette période-là, mais c'est vrai que ne pas sortir d'un groupe qui, rappelons-le, était composé du Betis Séville, de l'Olympiakos et des redoutables luxembourgeois de Dublan, c'est quand même sans doute un des grands ratés de cette saison. On a cru pouvoir sauver un peu ce qui restait de cette saison avec la Coupe d'Italie. Là encore, mais on a fini sur une déception, malgré un parcours intéressant, notamment avec le quart final où on avait éliminé le Napoli à domicile. Les demi-finales contre la Lazio ont été marquées par des prestations à nouveau amorphes qui ont ouvert donc les routes de la finale à la Lazio, et pour une fois ce n'est donc pas le Milan qui allait en finale alors même que la Juve n'était pas présente. Voilà, c'est à l'image des autres compétitions cette saison, on n'a pas su concrétiser, on n'a pas su aller au bout. On n'avait aucune certitude à aucun niveau, et je crois malheureusement que c'est parti pour durer. Donc Nico, toi qui as pas mal voyagé cette année, qu'as-tu pensé de ton côté de cette prestation milanaise? Je t'avoue que le dernier déplacement que j'ai fait, c'est pour le match à Parme, mais ça m'a vacciné pour le restant de la fin de saison. Comme l'a dit Roland, on a eu une saison franchement assez minable qui a plutôt quand même pas mal commencé avec ce mois de septembre avec un Suso qui a porté le Milan. On est tout de suite très vite redescendu avec cette élimination en Europa League que personne n'avait vu venir, avec un résultat qu'il fallait faire. Il fallait faire un résultat pour se faire éliminer. Et ben on l'a fait comme des grands. Même en perdant, on pouvait se qualifier. Il fallait faire un certain résultat pour perdre et se faire éliminer. Ben on l'a fait. On a eu un coup de mieux. Moi, je l'aurais jamais cru venir en début de nouvelle année. Et au moment où on voyait pas comment la Ligue des Champions, même une troisième place, pouvait nous échapper. Et ben patatras, encore 2 mois minables, et on finit bien donc ce mois de mai avec 4 victoires consécutives, malheureusement trop peu. Pour nous supporters au niveau de la saison, je pense que ça s'est fini encore plus mal que ce que je pouvais penser, parce qu'au début c'était pas entre guillemets bien grave pour moi de rater la Ligue des Champions, parce que je me suis dit pour y faire ce qu'on va y faire, ça sert à rien. Mais ils ont réussi à me faire regretter quand je vois le geste au passage de grande classe qu'a eu Gattuso en partant du Milan, de refuser l'argent, parce que pour le Milan, c'est pas un problème d'argent. Il s'en foutait de son contrat, il a laissé l'argent à son staff. Quand on voit ce qu'a fait Donnarumma après 1 an et demi, soi-disant voulant être le capitaine, il y a un an ou 2 ans de ça. Et aujourd'hui, quand on voit ce qu'il nous annonce pour le futur, c'est assez effrayant avec donc le départ de Leonardo et de Gattuso. Et je
Je t'avoue, MJ, que je ne sais pas ce qu'on va pouvoir attendre. En tout cas, cette saison, pour moi, elle est très vite à oublier. Ah voilà, il y a de gros points d'interrogation, on verra ça en troisième partie notamment. Tom, j'imagine que tu partages le sentiment ambiant. C'est vrai que ce Milan est assez frustrant parce que de temps en temps, il nous fait des bonnes prestations, il nous laisse espérer, il nous fait croire qu'on peut. Parfois on arrive au pied du podium, hein, on va pas se mentir, il y a des moments dans la saison, souvent c'est avant la trêve, là cette année c'était un peu différent, où on croit qu'on peut peut-être viser plus haut, et puis 3 semaines après on est septième quoi. Donc là on finit cinquième, mais je veux dire, il y a eu des moments où on a eu des chutes vertigineuses. Alors Roland l'a bien rappelé, après le derby, en deuxième partie de saison, ça nous a tué complètement. Bon, au niveau du spectacle, je pense qu'on pourra le dire, le redire et le redire. On l'a dit toute l'année que c'était pas ça, que on s'est ennuyé. Mais j'ai l'impression que depuis que je suis arrivé dans cette émission, on ne fait que le dire parce que ça fait des années. Je pense que si on continue comme ça à ce rythme, il y aura des personnes qui vont être supporters du Milan et qui n'auront jamais connu le Milan bien joué au foot. Donc ça, c'est un peu embêtant. Concernant sur le plan comptable, je ne sais pas si tu te rappelles MJ, mais lors de l'émission d'hiver, donc à la mi-saison, j'avais dit qu'il fallait être dans les eaux des 40 points sur la phase retour pour espérer aller en Ligue des Champions. On en a eu 37 et il en manquait 2. Donc au final, j'étais pas très loin de la réalité. Parce qu'effectivement, sur la phase retour, on n'est pas dégueulasse. Hein. J'ai vérifié, avec 37 points, on est deuxième. On est la deuxième meilleure équipe en termes de points, ex aequo avec la Juve. Le problème, c'est qu'on n'avait pas prévu que l'Atalanta en prendrait 41. Et donc, forcément, ils nous ont doublé. Donc, c'est dommage parce qu'effectivement, sur la phase retour, on fait une 37 points sur 19. C'est quasiment du 2 points par match. Je pense que si on avait fait ça sur la phase aller, je pense qu'on aurait été en Ligue des Champions. Je pense qu'on aurait été content. Donc, je regrette plutôt que la baisse de régime après le derby perdu. Même si effectivement, donc il y a eu ces quelques points perdus qui nous ont pas été profitables. C'est plus sur la phase aller qu'on a perdu beaucoup de points, quoi. Le 3 sur 12 face au Torino, Bologne, la Fiorentina et Frosinone lors des derniers matchs de la phase aller, il fait très très mal. On finit avec uniquement 31 points sur la phase aller. J'ai l'impression qu'on a constamment été à la recherche de rattraper notre retard, de rattraper les points qu'on avait pu perdre sur la phase aller. Alors, grâce au fait que notamment l'Inter s'est totalement foiré sur la phase retour, on y a cru, on a espéré, on va pas se mentir, et effectivement on n'était pas très loin. Mais pour moi, la saison, on la perd vraiment sur la phase aller. Et je vais juste citer quelques petites stats un peu en passant, parce que ça va souligner, ça va permettre de faire une transition sur le jeu. C'est qu'on a encore la 8e attaque. La 8e attaque. C'est 55 pions. Encore moins bon que l'année dernière, donc c'est dire à quel point quand même on est pas bon. Alors qu'à contrario, on a la 3e défense du championnat et un tel résultat, j'ai vu 36 buts encaissés, on l'avait plus vu depuis le départ des Sénateurs en 2011-2012. C'est dire à quel point en défense, pour une fois, ça a été. Mais en attaque, ça rejoint un peu ce qu'on dit depuis chaque émission. On ne produit pas de jeu, on n'a pas de fond de jeu, on n'arrive pas à attaquer, on fait rien de bon avec le ballon. Et ça s'en ressent, et je pense que c'est aussi à cause de ça qu'on n'a pas atteint cette place en Ligue des Champions. Et honnêtement, est-ce qu'on l'a mérité ? Franchement, je suis pas sûr. Tu dis qu'on radote, mais c'est vrai que cette liaison milieu-attaque, moi ça fait 11 ans que j'anime cette émission, 10 ans, c'est la 11e spéciale, et je dis ça depuis des années, je dis ça depuis des lustres, donc on est habitué. Nico veut réagir à ce point-là. Moi, je voulais juste rajouter un truc concernant ce qu'a dit au niveau des stats, de ce qu'a dit Tom. Faut pas oublier un truc, c'est que, assez incroyable soit-il, malgré le peu de jeux qu'on a vu, c'est la meilleure saison du Milan depuis le départ d'Allegri. Depuis la saison 2012-2013. En termes de bilan comptable, je veux dire, j'ai énormément cassé Gattuso en disant que je pense qu'il n'a pas les épaules, et c'est pas ça c'est pas non plus son départ et son geste de grande classe qu'il a eu qui vont me faire dire que c'est un grand coach. Mais en termes de bilan comptable, il a fait mieux que les précédents. Et le Milan a évolué par rapport à la saison dernière. Il a le meilleur ratio, comme il a dit aussi Tom, en termes de points gagnés depuis Allegri. Donc, mine de rien, c'est vrai qu'on a énormément tapé sur Gattuso, mais en fait, on a tapé sur Gattuso par un manque de jeu. Après, si les autres ne sont pas au niveau, que ce soit l'Inter, la Roma, l'Inter finit comme dans nous, que c'est la Roma ou la Lazio, malheureusement, c'était pas notre problème. Mais voilà, il faut prendre ça même en compte, c'est qu'au niveau du championnat, au final, quand on voit l'effectif qu'on a, est-ce qu'au final, on n'est pas à notre place ? Et en fait, on a peut-être rêvé de mieux parce que les autres n'y étaient pas. Mais quand tu vois l'Atalanta jouer, en termes de football, il y a un peu. Je veux dire, après, je trouve ça normal que l'Atalanta, et en plus aujourd'hui dans le football dans ce qu'on voit,
l'Atalanta qui essaye de produire du jeu, même si ils ont quand même pas mal de défaites, je crois qu'ils ont plus de défaites que nous. Ben, au final, c'est le jeu donne récompense, au final, voilà, a récompensé l'Atalanta par rapport à nous pour cette qualif en Ligue des Champions. Roland? Oui, il y a quelques jours, quand je savais qu'on allait bientôt enregistrer la spéciale, je me suis dit, je vais aller réécouter l'émission qu'on avait fait avant la saison, où on Ça fait donnait mal, ça. où on donnait un peu nos pronostics, nos envies, notre équipe type. Enfin, vous connaissez le programme. Et à ce moment-là, je disais, bah, si on finit cinquième, je pense qu'on sera à notre place. Et bah voilà, ça n'a pas manqué, on a fini cinquième. Euh, Dès le début de la saison, et à ce moment-là, bon, j'avais pronostiqué la cinquième place, mais on était tous plutôt d'accord pour dire que on n'avait pas bien de quoi viser le top 4. Bah maintenant, je pense qu'effectivement, on est à notre place. Peut-être qu'on peut être surpris de voir l'Atalanta devant nous, en tout cas sur le papier, si on veut. Mais est-ce qu'on avait véritablement de quoi amener à obtenir le top 4? Bah, avec le recul, je pense que non. On le disait déjà l'été passé, et finalement, bah, ça s'est vérifié. Les mêmes difficultés dont on parle depuis toujours, bah, elles ont encore été prouvées cette saison. Les difficultés dans le jeu, les difficultés même autour du club, avec son avenir, avec ce que ça peut devenir en termes financiers. Voilà, on espérait tous la quatrième place, puisqu'on savait que le podium, ça faisait beaucoup. La quatrième place, c'était vital du point de vue financier pour la Ligue des Champions, puisque c'est uniquement de ça dont on parle. Nico disait à l'instant, oui, aller en Ligue des Champions, mais pourquoi faire? Bah, à vrai dire, c'était pas véritablement le sujet, puisque là, je pense que c'est la première véritable saison où on dit que la Ligue des Champions n'est pas un objectif sportif, mais véritablement financier. La différence de montant, j'avais vu des tableaux là-dessus il y a quelque temps entre l'Europa League et la Ligue des Champions. C'est du simple au quintuple. Et le Milan, à l'heure actuelle, avait véritablement besoin de cette qualification en Ligue des Champions d'un point de vue purement financier, quitte à sortir au premier tour. Hein. De toute façon, on sort au premier tour de l'Europa League, donc on ne pouvait pas s'attendre à mieux en Ligue des Champions. Mais malheureusement, c'était quelque chose qu'on devait viser. Mais on était tous prévenus, on savait tous qu'on n'allait pas y arriver. Alors bon, peut-être qu'avec Mehdi, par exemple, on aurait eu une touche d'optimisme supplémentaire, on aurait peut-être visé, je sais pas, le Scudetto, l'Europa League et la Coupe d'Italie, un triplé fantastique. Mais on avait tous, je pense, suffisamment de recul pour se rendre compte qu'effectivement, on n'allait pas pouvoir prétendre à mieux que par le passé. Voilà, on a gratté quelques points par rapport à la saison 2017-2018, on a gratté une place au classement. Mais voilà, on en est toujours au même point un an plus tard. Alors, je vais donner la parole à Nico qui veut réagir, mais c'est vrai que pour expliquer quand même ce bilan comptable positif, il faut parler de Gattuso homme-joueur également, parce que Gattuso joueur était défensif, dur sur l'homme, austère, hein, c'était pas le créatif de l'équipe, c'est le moins qu'on puisse dire, il faut dire qu'il était entouré de Pirlo, Zedorf, Kaká, Rui Costa. Puis devant il y avait Shevchenko, Inzaghi, c'était un autre Milan autre temps, et c'est vrai que cette année on a vu un Milan plutôt à l'aise défensivement, notamment une bonne charnière centrale, et malheureusement stérile offensivement, avec, on l'a vu, on l'a dit plusieurs fois, un entrejeu déplorable au pied carré, hein, la blessure de Bonaventura n'a rien arrangé, et puis des ailiers très irréguliers, avec Suso qui nous a fait une bonne fin de saison sur 2 matchs, et puis un bon mois de septembre, et Çalhanoğlu qui a été en dessous de tout, sauf sur le dernier match quasiment. Donc c'est vrai que ça n'a pas aidé, les attaquants ont été sevrés de ballon, la 8ème attaque, oui c'est vrai, et pourtant avec des attaquants, alors je vais pas parler de Coutron et que je défends et qui n'a pas eu un ballon quasiment sur toute la deuxième partie de saison, mais Piontek a été brillant lui, hein, avec la demi-occasion qu'il avait par match, il s'en est très bien sorti. Cela dit, c'est pas avec ça, uniquement avec une occasion par match, qu'on réussit à tutoyer les premières places au classement, c'est évident. Vas-y Nico. Moi, je voudrais rajouter un truc sur ce qu'a dit Roland par rapport à quand on faisait cette émission d'avant-saison. C'est vrai qu'au final, il y a eu énormément de déceptions, comme je disais tout à l'heure, par rapport aux autres équipes qui n'ont pas été au niveau, ce qui fait que ça aurait pu laisser une place pour le Milan. Mais c'est vrai que au final, la vie est très mitigée parce que quand tu entends les propos de Gazidis après la saison, de dire qu'au final, quand même, le Milan était au bord de la banqueroute, voire d'une rétrogradation, d'être rétrogradé en Série B, vu les problèmes d'argent qu'avait le Milan, qui en fait n'était pas, quand on disait le Milan va très très mal, c'était pas du bluff. Le Milan est très très mal. Le fonds Elliott a injecté énormément d'argent pour que le Milan puisse avoir ne serait-ce qu'un mercato. Leonardo est arrivé dans l'urgence, n'a pas pu faire son mercato avant. Donc,
quand tu te rends compte de la saison, on pouvait pas non plus demander des miracles quand on voit ce qui s'est passé à l'avant-saison. Si je dis pas de bêtises, je crois que Leonardo est arrivé mi-juillet. Ouais. Je veux dire, au final, quand tu vois la saison, on termine qu'à 2 points d'une. On n'a jamais été aussi proche de la Ligue des Champions. Et on est passé pas loin vraiment peut-être du drame à l'intersaison. On allait se faire recaler de l'Europa League quand même. Hein. Je veux dire, bon, ça va peut-être se passer cette année finalement, mais grâce au fonds Elliott, on a réussi à avoir une saison. Justice aussi. Bien sûr, oui, mais je pense pas que s'il y avait eu les Chinois encore à la tête du club, on aurait été en Europa League. Et apparemment, les problèmes du Milan étaient assez énormes. Et pour une fois, quand même, il y a eu quelqu'un qui a parlé clairement des problèmes du Milan, en ne cachant pas aux supporters. On savait pas ce qu'ils étaient. Les journaux disaient une chose et l'inverse de l'autre. Le Milan n'avait vraiment pas d'argent. Donc au final, cette saison, elle est rageante sur ce qu'on a pu voir dans le jeu parce qu'on a encore très peu vibré. Mais au final, peut-être que, comme je dis, de très loin, c'est la meilleure saison depuis le départ d'Allegri du Milan. Alors c'est paradoxal avec toutes les critiques qu'on a émises. En parlant des Chinois, ils sont arrivés il y a 2 ans, ils étaient là il y a 2 ans, pardon. J'avais déjà émis des réserves. C'est vrai qu'après coup, avec le recul, on a bien compris que la gestion des Chinois c'était n'importe quoi. Hein, et on a eu beaucoup de révélations en cours de saison, hein, justement, avec ce qu'on a appris sur le déficit et puis sur les 220 millions, je crois que le fonds Elliott a dû investir. C'est ça, tout de suite. Ouais, exactement. Donc ça veut bien dire qu'il y avait eu un grand n'importe. Cela dit, hein, on avait vu qu'ils avaient dépensé énormément d'argent, à commencer par les caissiers, les Çalhanoğlu, qui ont coûté beaucoup d'argent. André Silva qui nous a pas apporté grand-chose. Tom, je sais que tu critiques, et certainement à raison, énormément Gattuso, mais à un moment donné, est-ce que Gattuso pouvait donner des pieds de footballeur à nos milieux de terrain pieds carrés précisément? Est-ce que le premier problème ne fut pas le recrutement à l'intersaison qui vient d'être évoqué par nos camarades? Ça me fait sourire parce que j'ai écouté donc l'émission de mi-saison et tu m'as posé exactement la même question, et exactement dans le même sens. Donc c'est assez cocasse et je te réponds de la même façon. Qu'il puisse faire immensément mieux, je pense pas. Qu'il ait pu, ouais, je pense par contre qu'il aurait pu faire un peu mieux sur certains choix, notamment sur les choix en cours de match. Après, c'est un jeune entraîneur, il a encore beaucoup à apprendre, mais je pense qu'effectivement, il manque de qualité tactique, il manque de compréhension de ce qui se passe sur le terrain. Après, oui, effectivement, on avait un effectif qui était limité, et le côté rageant, et ça, je rejoins ce qu'ont pu dire Nico et Roland, c'est que la Roma était encore plus mauvaise que nous, et que du coup, on se fait, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, parce que c'est totalement mérité, chipper la place par une Atalanta qui a un effectif de moindre qualité, mais qui par contre a un entraîneur qui arrive à optimiser les qualités de tous ses joueurs et qui du coup arrive à produire le plus beau jeu d'Italie et à faire en sorte de finir troisième et à ce qu'on ne puisse rien dire parce qu'ils ont été superbes. Mais c'est plus cette déception-là, parce qu'effectivement, il y a la Roma qui s'est plantée, il y a la Lazio qui s'est plantée, alors que nous, on était quasiment à notre place. Mais effectivement, je disais moi aussi, je pense que Roland pourra confirmer parce qu'il a écouté l'émission d'avant-saison, je pense pas que je disais qu'on allait être du niveau de la 4e place parce que je voyais au moins la Roma supérieure à nous. Et vraiment, les critiques concernant Gattuso, c'est vraiment au niveau du jeu, parce que j'ai vu des équipes qui sont moins bien classées que nous produire plus de jeux. C'est plus ça, c'est plus la répétition des émissions où on se disait que ce soit à 3 ou à 4 que on s'ennuyait devant chaque émission. Mais ça fait des années qu'on s'ennuie. Hein. C'est pas la première année. Hein. Moi, je m'ennuie depuis 10 ans personnellement. Oui, mais par contre, voilà, au contraire de Mihajlović, de Inzaghi, même de Seedorf, Gattuso avait peut-être pas non plus un effectif phénoménal, mais je pense quand même on a quand même le meilleur effectif du Milan depuis Allegri. Je pense aussi que ça y joue. Alors surtout effectivement, avec Piatek, hein. Voilà, c'est que il faut pas oublier que Inzaghi, Mihajlović et Seedorf, ils jouaient avec des Tarabt, des Menez, des Moutari, des Essien, des Traoré. Je peux vous ressortir toute la liste. Hein. Ah, des joueurs de belote, quoi. Voilà, donc il n'y avait pas de joueurs de foot. Là, effectivement, on se plaint, et à juste titre, des joueurs qu'on a, des caissiers, d'un Çalhanoğlu, oui, mais je pense quand même que c'était encore pire avant. Donc il y a aussi, des deux côtés, je pense qu'il y a des arguments qui peuvent s'entendre. Mais c'est vraiment la question du jeu. On est tombé bien bas, Tom. Ah oui, clairement. Bon, allez, Roland, il attend depuis un petit moment pour prendre la parole, donc vas-y. Oui, voilà, je voulais continuer là-dessus. Effectivement, il y a des pas des pour et des contre, mais disons qu'il y a des circonstances atténuantes. C'est vrai que, alors certes, Gattuso a eu sans doute l'effectif
un peu plus qualitatif, si on veut, des dernières saisons. Malheureusement, bon, il y a tous les points que Tom a avancés par rapport à sa gestion des matchs, à sa gestion de l'effectif, par exemple. Mais c'est vrai qu'après, j'ai pas le souvenir d'avoir connu des saisons avec un tel contexte extra-sportif, comme Nico venait d'aborder le sujet. Voilà, le club qui est récupéré à l'été passé par un fonds américain qui, rappelons-le, n'est pas réputé pour faire du caritatif. Je l'ai déjà dit plusieurs fois parce que j'avais lu des articles à ce sujet à l'époque, j'avais essayé de me renseigner un peu. On parle quand même d'un fonds d'investissement qui récupère le club, tout ça parce que le propriétaire chinois de l'époque n'avait pas pu honorer ses dettes, mais le fonds d'investissement en question a été pas loin de provoquer la faillite de l'État argentin. On parle quand même d'un pays. Voilà, on avait donc une équipe à construire avec un objectif qui, pour moi, était uniquement financier de la Ligue des Champions, puisqu'on savait tous, et je pense le club aussi, le staff aussi, savait que sportivement, la Ligue des Champions, on n'allait pas pouvoir prétendre à grand-chose dans cette compétition. La Ligue des Champions était un objectif financier. Voilà, on sait aussi que le fonds Elliott, on en parlera peut-être plus tard dans une autre partie de l'émission, mais le fonds Elliott n'a pas vocation à rester. Il n'est pas là pour faire du social, comme j'ai déjà dit. Voilà, alors, voilà, disons que Gattuso, dans tout ça, a quand même eu le mérite d'arriver à focaliser l'attention sur lui, à laisser les joueurs de côté, à pas faire en sorte que ça retombe trop sur les joueurs. Et pourtant, il n'a pas été aidé par certains éléments de l'effectif. Ça aussi, on pourra en parler après. Donc voilà, il faut reconnaître évidemment les limites de Gattuso, qui en a eu plusieurs, je pense, d'un point de vue sportif. Mais il s'est aussi retrouvé au milieu d'un joyeux, comment dire, sans être trop vulgaire, disons d'un grand jeu de massacre où il était la figure de proue, alors que derrière, il n'a pas forcément eu de soutien. On n'avait pas vraiment de dirigeant jusqu'à présent, puisqu'il n'y avait que Scaloni qui était président. On a attendu la nomination de Gazidis à l'hiver, qui s'est montré assez discret depuis. Voilà, disons que le contexte n'était pas favorable. Et est-ce que les autres clubs qui jouaient le podium, le top 4, la course à la Ligue des Champions, étaient dans un contexte comme le nôtre? Je ne suis pas sûr. Voilà, il faut aussi savoir se remettre dans le contexte qui n'a pas été vraiment favorable à une qualification avec des champions. Non, c'est vrai, c'est bien de le rappeler. Puis je vais rappeler quand même également une donnée. Alors, enfin, on l'a chaque année cette donnée, mais on n'en a pas encore parlé, donc j'y tiens. Ce sont blessures incroyables, la série de blessures côté milanais qui n'arrête pas qui n'arrête jamais, quoi, en fait. Hein, parce que les rares joueurs un peu techniques ou prometteurs qu'on a, notamment dans l'entrejeu, se blessent systématiquement. Donc en début de saison, exit Bonaventura, puis exit Paqueta, Conti et d'autres. Hein, et à la place, on a Kessié et Bakayoko. Donc forcément, en termes de potentiel créatif, ça laisse des traces. Hein, et c'est vrai que, par exemple, je sais Tom qu'on avait discuté à plusieurs reprises. Tu l'as rappelé du problème Gattuso et je parlais de la qualité de nos milieux, puis tu nous avais dit quelque chose qui fera grincer des dents certains auditeurs et peut-être celle de Nico également, qui aurait peut-être eu mieux à faire par exemple avec un certain Montolivo, hein, vu le massacre, vu le désastre, peut-être qu'il aurait pu, comme Abaté en fin de saison par exemple, rendre des services et puis donner un petit peu plus de technique à cet entrejeu pour que les attaquants peut-être aient un peu plus de ballon, que ce soit un petit peu plus fluide. Je pense qu'il y avait peut-être mieux à faire au niveau de la gestion de ces hommes. Gattuso peut-être aurait dû faire de meilleurs choix. J'en reviens au jeu, hein, parce que le fond Elliott c'est très bien, Roland a raison de l'évoquer, mais comme on fera une grosse troisième partie sur le sujet, je préfère qu'on reste un petit peu sur le terrain. Tom, qu'aurais-tu à répondre à cela? Y avait-il des solutions réellement pour que Gattuso fasse mieux, en tout cas pour que l'équipe fasse mieux collectivement au niveau de l'animation offensive et de la fluidité d'un jeu qui c'est vrai était exécrable cette année? Ah ben, je crois que c'est sur la dernière émission que je disais ça, c'est que je suis persuadé que individuellement, Bakayoko et même Kessié peuvent être meilleurs qu'un Montolivo, surtout un Montolivo en fin de carrière qui ne joue plus depuis X mois. Mais moi, mon réel problème, et c'est un des points d'ailleurs où j'étais le plus contre Gattuso, c'est l'association Bakayoko et Kessié. C'est juste cette association-là au milieu, notamment face aux équipes plus faibles, donc qui reculent et qui attendent le Milan, donc que le Milan produise du jeu. C'est cette association-là qui, moi, me gênait particulièrement. Et oui, dans ce contexte-là, oui, je pense que Gattuso aurait pu faire mieux.
Alors attention, hein, Montolivo, il allait pas revenir. Ça allait pas être Pirlo, ça l'a jamais été, ça le sera jamais. De toute façon, il a bientôt fini sa carrière. Mais je pense juste qu'en termes de profil et d'association de joueurs, ça aurait été intéressant de varier et de pas mettre deux joueurs comme Bakayoko et Kessié ayant un profil similaire, à savoir plus physique, et plus dans la récupération de ballon. C'est plus ce point-là qui me dérange. Après, oui, il y a eu des blessures et tu l'as énoncé. Maintenant, Mais c'est j'ai chaque un peu année pareil regardé. quand même. Hein. C'est Ouais, mais chaque année, j'ai la un même peu chose. regardé les autres clubs, MJ. Et il y en a certains qui ont pris cher aussi. La Roma. Alors, et en plus, ça me permet de faire aussi une traduction sur ce qu'a dit Roland. La Roma, ils ont cumulé parce que la Roma, c'est peut-être le seul club qui a eu un contexte quasiment aussi pourri que le nôtre toute l'année. Et en plus de ça, c'est vrai que niveau blessure, eux aussi, ils ont donné. Mais oui, après, on a les problèmes au niveau des blessures, mais ça fait X années qu'on le dit, qu'on le répète. Et j'ose espérer que, comme la Juve d'ailleurs, parce qu'ils vont changer aussi, on va peut-être remettre en question notre staff médical et voir un peu comment on pourrait améliorer la chose. Parce qu'on n'a pas eu, disons qu'on n'a pas eu 25 000 joueurs blessés, mais par contre, on a eu des rechutes. Et ça, c'est plus inquiétant. Conti, il a dû se blesser encore une fois, voire deux. Caldara, donc ça fait deux fois. Paqueta, je crois, il a fait deux fois. Et à côté de ça, il y a des joueurs qui se blessent jamais. Donc c'est peut-être pas au niveau du nombre de joueurs qui sont blessés, mais plus au niveau de la récupération et du moment où ils reviennent qu'il Il y y en a aura certains, peut-être on aimerait matière. qu'ils se blessent pourtant, mais c'est terrible, c'est que les plus mauvais restent sur le terrain. Ouais. Oui aussi, ça c'est un problème. Ah non, c'est vrai. Parce que, pourquoi je cite Montolivo? Parce qu'il n'y avait pas d'autre choix sur le banc, si on regarde bien. Bon, il y avait Bilia, Ah, d'accord. Alors je sais oui, que Roland aime beaucoup ah oui, Bilia, mais voilà, c'est la vrai que rigueur. il y a des choses à dire sur son niveau. Et puis, bon, Bertolacci, on connaît son niveau réel. Le jeune, la Mauri, bon, c'est peut-être mieux sur un ou deux matchs comme Bertolacci, ça. Bertolacci qui serait sur le point de s'engager avec Lecce. Pour montrer Voilà, les voilà. mecs quand même de où est-ce que ils étaient au Genoa, ils passent au Milan, du Milan ils vont à Lecce. Après faut pas s'étonner aussi qu'on ait un peu de mal. Hein. Mais tu fais bien de prendre la parole, j'allais te la donner. Donc un petit Mm. commentaire, Nico, sur cette évolution, notamment dans l'entrejeu, parce qu'on sait que c'est le grand mal milanais depuis des années. En gros, depuis que les Pirlo et Zedorf sont partis, on n'arrive pas à créer un milieu de terrain d'aplomb. Qu'en as-tu pensé? On n'arrive pas à créer Bah déjà en un parce qu'à chaque fois on a donné les clés, je pense aux mauvais joueurs. On a fait confiance même si à la fin je l'ai réclamé parce que c'était tellement minable que je voulais voir Oui, autre chose. même toi, même Mais, toi. Mais Montolivo au début a eu les clés du jeu, il n'a jamais rien fait. Et Sauf après la cette première année, année. En 2013, oui, c'était pas la mal. première année, mais bon, on est en 2019 Ah aujourd'hui. oui, ça Hein. c'est sûr, oui. Donc voilà, mais après quand tu dis Kessié Bakayoko, on va pas demander la base. Ces joueurs-là, la base, ne sont pas là pour créer du jeu. Je reste persuadé quand même que Kessié, avec peut-être deux esthètes à côté dans l'équipe, aura peut-être un peu plus d'importance. Maintenant, je reste à dire aussi que peut-être Kessié, on s'est aussi fait prendre une fève de la part de l'Atalanta, parce que moi quand je vois les joueurs de l'Atalanta aujourd'hui qui sont au Milan, qui faisaient le 1000 là-bas, et ça la dernière fois j'en ai parlé dans la dernière mission que j'ai fait avec vous, Gasperini a une tendance aussi à créer tellement de jeux et à être tellement bon. Je crois que Bertolacci aussi, la fois où il avait explosé, c'était sous les ordres de Gasperini. Ben, au final, est-ce que c'est pas ce coach qui, avec le jeu qu'il fait, arrive à sublimer ses joueurs et quand on revient avec peut-être un coach d'une moins bonne qualité, eh ben, les joueurs retrouvent tout simplement leur niveau. Les Un joueurs, peu des comme fois, Zlatan avec Nocerino, quoi. bah, notre Cherino, quand à un moment, c'était un sac. Enfin, nous, quand on l'a vu, on a eu la chance d'avoir notre Cherino pendant une année. En Et, 2011-2012, avec Zlatan, il était très bon, ouais. bah, cette année-là, si on est champion, notre Cherino, il fait partie des trois hommes forts du Milan. Hein. Ouais, avec Abaté. Et l'année où Zlatan repart, c'est terminé. Le joueur a disparu et aujourd'hui, on sait même plus où est-ce qu'il joue, notre Cherino. Mais ça me rappelle les anciens joueurs du FC Nantes 95, Pedro, Swedek, Loco, Carambeu encore qui a brillé ailleurs, même si briller est un grand mot, qui sorti de la cage des Canaries finalement avait du mal, sorti du bocal avait du mal à s'épanouir. Hein. C'est-à-dire des joueurs qui s'épanouissent dans un système de jeu donné, qui ensuite ont du mal à briller. Bon, on en a fini je pense avec la première partie, il est temps d'évoquer à présent les satisfactions de la saison avec le top 3 de Roland. Eh bien, pour ma troisième place, je vais déroger à une de mes règles habituelles qui dit que je préfère ne pas tenir compte des joueurs qui n'ont fait qu'une demi-saison. Mais cette fois-ci, je vais passer outre cette règle et à la troisième place, je vais parler de Piontek, qui m'a impressionné, je pense, comme tout le monde, de manière plus globale sur sa première saison en Italie, évidemment, puisqu'il avait commencé très fort avec le Genoa. Mais voilà, il a su confirmer au Milan et Dieu sait les difficultés connues par les précédents numéro 9
qui ont occupé ce poste-là au Milan, dont le dernier était quand même pas un des plus mauvais, c'est-à-dire Higuaín. On a bien vu ce que ça a donné. Lui m'a réellement impressionné, Piontek, par sa capacité à être décisif sur les peu de ballons qu'il avait, sur la quantité de travail fourni, sur son investissement et sur sa discrétion à toute épreuve. On l'a quasiment jamais vu être dans les mauvais coups, si on veut, contrairement à d'autres, dont on évoquera le cas, je l'espère, plus tard. Voilà, véritablement surpris de le voir continuer sur sa lancée. Alors j'espère que ce ne sera pas le tube d'une saison, mais bien un véritable numéro 9 sur lequel on pourra s'appuyer dès la saison prochaine. Voilà, j'avais vraiment été épaté par ce joueur et par sa capacité à marquer de manière très régulière, même s'il a connu un petit passage à vide sur la fin, puisqu'il n'a pas marqué pendant quelques matchs, je crois 4 ou 5 matchs où il n'a pas marqué. Mais il nous a permis d'y croire pendant un bon moment en enfilant les perles. Et c'est vrai que c'était appréciable de voir un joueur aussi précis devant le but. En deuxième place, je vais mettre Donnarumma qui nous a enfin remontré son véritable niveau. Il avait eu du mal à commencer la saison. Je me souviens notamment jusqu'au match contre la Juve et lors de la phase aller, pardon, où il était encore assez hésitant, toujours sur les sorties aériennes, alors que c'est sans doute là où il devrait naturellement avoir un de ses points forts. Voilà, le match contre la Juve, j'étais en tribune d'ailleurs, sur le premier but d'entrée de jeu de Mandzukic. Beaucoup ont parlé de Rodriguez, mais c'est vrai que je pense qu'il y avait eu un gros souci de communication et c'est ce qui marquait vraiment les premières semaines de compétition de Donnarumma. Mais ensuite, à partir de décembre, mi-décembre, il a vraiment retrouvé un niveau intéressant. Il nous a offert plusieurs points à de nombreuses reprises. Et j'ai été très content de le revoir retrouver un niveau correct. Disons que les histoires par rapport à son salaire passent un peu mieux, toute proportion gardée, maintenant qu'il a un niveau correct. Je sais pas si on en parlera après, mais voilà, son avenir peut poser question, peut mener à débat, notamment avec l'absence de Ligue des Champions. Mais on en parlera peut-être après. Et enfin, première place, je ne veux pas faire un mystère, j'en ai parlé à plusieurs reprises cette saison lors des émissions auxquelles j'ai participé. Ce sera pour Romagnoli, cette première place, qui a montré encore une progression constante, qui s'est affirmé dans un rôle de leader dont il a hérité avec le brassard l'été dernier. Rappelons une nouvelle fois qu'il a prolongé son contrat l'an passé alors que l'on ne savait pas ce qu'on allait devenir. Gazidis a récemment parlé d'une relégation dans les divisions inférieures, d'une faillite, d'une banqueroute. Voilà, c'était à cette période-là qu'il a prolongé et à partir de là, moi j'ai eu aucun doute sur son investissement et sur sa volonté de rester au Milan. Il nous a encore montré un niveau très intéressant et j'espère maintenant qu'il aura plus de chances de le montrer avec la nationale et à terme. Et comme on disait déjà il y a quelques temps dans diverses émissions, le problème c'est qu'on a raté la Ligue des Champions et si ça dure encore plusieurs saisons, un jour il faudra se poser la question de son départ puisque je pense pas qu'il veuille rester pour toujours dans un Milan qui joue la 6e place, l'Europa League. Voilà, profitons-en pendant qu'il est encore là. Bon, tu m'as piqué mon top et les arguments qui vont avec, donc on va voir si nos deux camarades font différemment. Nico, c'est ton tour. Franchement, je vais pas faire très original. Moi, en 3e place, j'ai mis Didio. Parce que c'est vrai qu'il a fait une sacrée deuxième partie de saison. Une première partie de saison correcte, mais la deuxième partie de saison, ça a été vraiment l'un des meilleurs Milanais. Et si on a pu y croire encore à cette Ligue des Champions, c'est parce qu'il a fait déjà contre Frosinone, par exemple, un penalty arrêté à 0-0 et une parade de dingue, mais il y en a eu quasiment à chaque match où il a été franchement imprenable. Quand il prenait les buts, c'est qu'il pouvait vraiment pas y faire grand-chose, à part ce match contre la Samp, où au bout de 30 secondes, il arrive à nous faire un beau dégagement dans les pieds de Defrel. Mais bon, voilà, il a fait une très belle saison. Maintenant, moi, et encore plus après le geste de Gattuso, quand il a décidé de partir, c'est un joueur que s'il y en a vraiment un à sacrifier, c'est lui, mais faut y aller les yeux fermés. Surtout pour Pizzari. Mais
Mais tu sais quoi, je fais même une saison avec Reina. Ah, Je sais pas si Pizzari jouera, j'en sais rien. De toute façon, on a Reina. Mais même si Reina, bon, n'a plus le niveau d'antan, moi, de plus en plus, parce que je pense de plus en plus que le Milan ne retrouvera pas son lustre d'antan avant quelques très longues années. Au moins qu'on ait des joueurs irréprochables par la mentalité. Et des mecs comme Reina, ils ont une mentalité irréprochable. Donc voilà, s'il faut s'en séparer d'un, lui, mais bon, faut le féliciter quand même pour être revenu après avoir une saison très difficile l'année dernière. Voilà, quand on a parlé de son avenir à la fin de la saison, il a commencé à rejouer le chaud, le froid. Faudra pas tergiverser cet été s'il y a une bonne offre qui tombe. Ensuite, en numéro 2, moi je mets Piatek. Alors Roland dit une bonne demi-saison, c'est sûr, avec le Milan. Mais au final, sa saison entière était incroyable parce que le Genoa, en le vendant, a failli descendre en Série B. Donc, sacré joueur, sacré buteur. Il me fait penser un peu à Bellotti dans le boulot qu'il a bas. C'est-à-dire que même si des fois il marque pas de but, il pèse sur les défenses et il fait un travail défensif. Il ne s'arrête jamais. Donc voilà, il propose énormément. Il fait un gros travail défensif et il use les défenses. Donc voilà, sur ce niveau-là, je trouve qu'il ressemble à Bellotti. Après, je trouve beaucoup plus tueur que l'Italien quand même devant les cages. Enfin, de ce qu'on a pu en voir. Donc voilà, et comme dit Roland, en espérant que ce soit pas le tube de l'été. Et en premier, alors moi, je vais pas mettre que Romagnoli, je vais mettre avec Musacchio, j'ai plus dire la charnière centrale, car j'ai trouvé vraiment que les deux ont été la seule satisfaction sur toute la saison. J'en ai pas trouvé un moins bon que l'autre, donc je me voyais pas en féliciter un de plus que l'autre. J'espère qu'on arrivera à garder les deux joueurs pour repartir la saison prochaine avec eux. Voilà, il n'y a pas grand chose à dire. Je ne sais pas si on arrivera à retenir Romagnoli longtemps. Je pense encore une année de plus parce que le joueur a quand même une belle mentalité. Donc, et je pense qu'il se plaît là où il est. Et je voulais aussi, parce qu'on a beaucoup parlé d'Abaté contre Frosinone, qui a quand même failli nous coûter pour ses 2 derniers matchs un péno et une possible qualif, parce qu'il a tout fait pour pas qu'on y aille, lui en tout cas. Parce que il est quand même sur les deux buts contre l'Aspal, il est dessus. Et sur le possible penalty contre Frosinone, c'est lui qui est dessus. mais pourtant la plupart des gens l'ont trouvé bon globalement sur ses interventions. C'est bien battu, mais bon, le penalty, on n'en parle plus parce que c'est Donnarumma qui le sort. Hein. À 0-0, l'histoire, à 1-0, j'aimerais voir comment ça se termine. Et contre l'Aspal, c'est lui le coup franc et c'est lui qui est au marquage sur le deuxième but, enfin qui n'est pas au marquage sur le deuxième but, qui laisse Souso à la place. Mais je voulais dire voilà pour Zapata qui va quitter aussi le Milan, qui cette année le peu qu'il a joué a été irréprochable. Après, c'est le rôle qu'aurait dû avoir Zapata depuis le début dans cette équipe. Ça veut dire le rôle d'un 3e, voire un 4e défenseur. Et pareil, c'est un gars qui avait une super mentalité. Dommage, voilà, qu'il continue pas avec le Milan. Moi, maintenant, on va s'arrêter. Vraiment, pour moi, c'est des mecs avec une bonne mentalité, un niveau, on va dire, à peu près correct, pour espérer avoir des bases saines pour ce club pour le futur. Allez, Tom. Alors, en top 3, ça va être le duo Paqueta-Piatek. Et ça va faire une transition avec le flop, c'est que je trouve que le mercato hivernal de manière générale a été bien mené, certes payé au prix fort, mais si on a eu justement les fameux 37 points sur la phase retour, je pense qu'on les doit aussi au fait d'avoir enfin un attaquant déjà motivé, ce qui changeait d'Higuaín qui passait plus de temps à râler qu'à essayer de marquer. Et puis un sacré attaquant, la personne de Piatek. Là, je rejoins ce que disent Nico et Roland. J'espère vraiment qu'il va le confirmer l'année prochaine. Et même Paqueta, qui même s'il reste quand même perfectible et qu'il a encore plein de défauts, a apporté au moins ce qui nous manquait énormément, à savoir de la technique et une vision du jeu. Donc pour les deux, le top 3. On espère qu'il gagnera en régularité quand même. Exactement, oui, exactement. Après, c'est un joueur jeune, mais le contraste avec, en tout cas... Il ne faut pas oublier aussi qu'il n'a pas pu s'arrêter. Il a enchaîné direct après une saison. On ne peut pas le juger. Pour moi, Paqueta et Conti sont les deux joueurs qu'on ne peut pas juger cette année pour des raisons différentes. Mais c'est vrai que Paqueta, on a vu des fulgurances très intéressantes, je l'ai dit lors d'une dernière émission. J'attends de voir aussi, ouais. Mais j'attends de le voir plus régulier, parce que parfois, il est quand même assez éteint au cours des matchs. On le jugera, je pense, plus l'année prochaine, ça je suis d'accord. En numéro 2, ça va être Donnarumma, où je vais pas avoir un avis qui va vraiment se démarquer par rapport à ce qu'ont pu dire Roland et Nico. Il a été très bon. Il n'y a pas de souci là-dessus. Donc merci pour lui. Et j'espère merci pour son argent quand il partira du club cet été. Parce qu'effectivement, s'il commence à péter plus haut que son cul, désolé de l'expression, parce qu'il a fait une bonne saison et parce que le Milan n'est pas avec des champions, ben écoute mon coco, c'est très bien. On peut te féliciter, tu as fait une bonne saison. Mais j'espère surtout qu'on va avoir son argent et qu'on va maintenir le duo Reina-Pizzari pour la saison prochaine.
d'autant que Plizzari fait encore des merveilles avec l'équipe italienne des U20 aux mondiaux. Et en numéro 1, comme Nico, j'allais mettre Romagnoli, puis à chaque fois je me dis purée, mais Musacchio, il a fait quoi pour ne pas être cité? Et ben, effectivement, du coup, je vais citer vraiment la charnière. Et si on a encaissé que 36 buts et qu'on a fait donc le meilleur total depuis l'époque où on avait donc Thiago Silva et Nesta, je pense qu'on le doit un peu aussi à ces deux-là, sans dire effectivement que cette charnière vaut celle de 2011-2012. Mais en attendant, je pense que c'est vraiment la seule satisfaction de cette saison. Le nombre de matchs ratés par ces deux-là est vraiment faible. Je regrette quelques petites erreurs. Je pense à l'erreur de Musacchio à Rome face à la Roma, ou alors au match raté de Romagnoli lors du derby. Mais quand on se souvient justement de quelques matchs, c'est que c'est épisodique. Et quand on a une aussi bonne impression de cette défense-là, c'est que je pense qu'elle a été solide sur une grande partie de la saison. Et comme Nico, j'espère qu'on repartira avec celle-là. Avoir la place de Caldara, mais je pense que ça sera un peu compliqué pour lui. Mais en même temps, ça lui enlèvera aussi une certaine pression. Mais en tout cas, si on peut repartir avec ce duo-là pour la saison prochaine, on peut dire qu'au moins, on a ça qui est réglé pour la prochaine saison. Alors je crois que pour info à vérifier, mais je crois qu'en 94, le Milan est champion en encaissant seulement 15 buts. Voilà. Je suis à peu près sûr de mon coup, ça demandera vérification, hein, mais le Milan de Capello, champion avec 15 buts encaissés seulement. Tu as des invincibles? Oui, le Milan des Invincibili, bien sûr. Bon, en même temps, on va pas rappeler qui composait la défense à l'époque, hein. C'était autre chose qu'aujourd'hui. C'était un autre Milan, c'était autre temps, encore une fois. On va pas comparer systématiquement, mais c'est juste parce que à chaque fois que je vois cette stat, ça m'épate. Voilà. À chaque fois, 15 buts. 15 buts. C'est hallucinant quand même de se dire ça, hein. On n'est pas là pour parler de ça, mais ça me sidère à chaque fois. 15 buts encaissés sur une saison. Qu'est-ce qu'on était fort à l'époque. Mais le truc c'est qu'à l'époque on savait aussi contrer. Voilà, c'est ça qui a manqué cette année. Pour rebondir sur ce qu'on disait en première partie, on s'est ennuyé aussi parce que le Milan était certes plutôt bien en place défensivement, même s'il y aurait des trucs à dire sur les latéraux, mais incapacité frappante à surprendre l'adversaire par de la vitesse, par de la percussion, par des dribbles, par des courses surprenantes, etc. On n'y arrivait pas. Voilà, et c'est ce qui nous a manqué. Bon, je vais pas épiloguer parce que le top, j'ai exactement le même que Roland. Simplement un petit mot, effectivement, Piontek brillant. Je l'ai mis numéro 3 également, mais j'espère que ça ne raye pas Cutrone de la carte. Voilà, parce que autant Piontek a été brillant, sa titularisation ne se discute pas, autant je trouve que Cutrone a trop peu joué, et je crois vraiment que depuis janvier il n'a pas mis un but, mais je crois qu'il a eu une ou deux occasions, c'est tout, depuis janvier, et je trouve que c'est vraiment trop peu. Voilà. Réaction de Roland. Oui, par rapport à Cutrone, et déjà, on en saura plus à partir du moment où on saura quel sera le coach. À partir de ce moment-là, quand on saura le coach, on aura une idée du système de jeu qui sera mis en place et potentiellement de une ou deux recrues. Moi, non pas que je me fais pas de soucis pour Cutrone, parce que j'aimerais le voir rester, j'aimerais le voir réussir chez nous, et je pense qu'il est encore jeune et il a encore du temps pour progresser et pour montrer ce qu'il vaut. En tout cas, pour moi, il n'y a aucune raison de le voir partir. Je crois que la ligne du club est assez claire à son sujet. Et là encore, si départ il y a, ça sera sans doute de son fait. Et comme Locatelli avant lui, si jamais il y a départ, bah, je pense que il pourra s'en prendre qu'à lui-même et ça risque d'être une mauvaise décision. Il est dans dans le club où il a été formé, où il a tout de même une chance relative, si on veut, d'avoir un peu de temps de jeu. Notamment si on change le système l'an prochain avec un passage plus régulier à deux attaquants, pourquoi pas. Voilà, on a un attaquant titulaire, mais on a une bonne solution de repli avec Cutrone et je pense que voilà, il faut que lui aussi de son côté, son entourage, son agent, je ne sais pas trop, mais il faut qu'il se mette dans la tête que voilà, il est quand même au Milan. Je vois pas où il pourrait jouer titulaire ou plus dans un plus gros club. Voilà, alors moi je pense qu'il faudrait qu'il fasse encore une saison chez nous, en tout cas, pour qu'il nous montre véritablement ce qu'il vaut. Oui, mais pas que 10 minutes par match, d'accord avec moi. Oui, bien sûr, évidemment. Ça, je suis bien d'accord. Je suis bien d'accord là-dessus. Et c'est pour ça que il faudrait effectivement voir l'entraîneur qui viendra la saison prochaine. Et à partir de ce moment-là, on aura une idée de ce que pourrait avoir Cutrone. Mais effectivement, j'ai pas particulièrement envie de le voir partir. Et s'il part, malheureusement, j'espère qu'il n'aura pas la destinée de Locatelli, par exemple. Ou de Paloschi. Mais non, je suis d'accord avec toi. Moi aussi, je veux qu'il reste. Il n'y a aucun problème. Seulement l'année dernière, rappelez-vous, on l'a tous mis dans notre top. Il finit avec 10 buts, avec quasiment
autant d'occasions que Piontek finalement cette année, c'est-à-dire très peu. Donc il nous avait impressionné, il avait impressionné beaucoup de gens en Italie je crois, à tel point qu'il avait été convoqué en sélection nationale. Et le voir jouer moins cette année que l'année dernière, c'est quand même assez frustrant et on peut comprendre que pour un jeune, notamment un attaquant qui a besoin de prendre de la confiance, eh bien ce soit délicat. Et là ne pas avoir marqué depuis janvier dans les circonstances que l'on sait, parce que moi je ne leur veux pas de ne pas avoir marqué depuis janvier, je trouve qu'il a toutes les circonstances atteignantes du monde. C'est rageant. Voilà, donc j'espère qu'il pourra jouer davantage la saison prochaine, effectivement, et que 10 minutes par match, c'est quand même très très difficile. Quoi, voilà. Bon, on va passer au flop, hein, comme souvent depuis quelques années, les bras cassés sont très nombreux et surtout très cassés. Donc il est temps pour Roland de nous donner son flop 3. Ouais, MJ, il y a de la quantité là, à défaut d'avoir de la qualité pour le flop. Bon, il y a beaucoup de joueurs qui auraient pu être cités, évidemment, dont certains qui avaient été cités à la mi-saison, Castillejo, Laxalt, Rodriguez, voilà, parmi tant d'autres. Moi, je vais garder le trio magique, si on peut l'appeler comme ça, en commençant la 3e place par Souzo, qui, s'il s'est bien sauvé lors des 3 derniers matchs avec 2 buts et une passe décisive, si je me trompe pas, a fait une saison encore très poussive, pour pas dire moins. Alors que les exercices précédents, on avait tendance à le voir jusqu'en décembre, jusque début janvier. Là, cette année, j'ai même l'impression qu'il se soit éteint dès mi-novembre. Après, il a plus fallu compter sur lui jusqu'à ces 3 derniers matchs de la saison. Joueur très stéréotypé, qui fait très peu d'efforts. Qui surfait véritablement sur de bonnes performances en tout début de saison. Mais c'est paradoxal parce que d'un certain côté, lorsqu'il n'est pas là, ou lorsqu'il est moins bon, on a encore plus de mal que quand il est là. Alors même que parfois il peut être très mauvais. Donc voilà, c'est tout le paradoxe de ce Milan-là et des ailiers dans ce Milan. Bon, on a beaucoup parlé déjà de lui dans les émissions précédentes, donc je vais pas épiloguer. 2e place, bon là c'était un peu pile ou face avec la 1re place, et on va dire que c'est tombé pour la 2e place sur Çalhanoğlu. Bon, peu de choses à dire tant il a été transparent tout au long de la saison. On me répétera encore plein de fois du côté de ses défenseurs qu'il n'est pas à son poste, certes, mais je dirais encore une fois que ça n'excuse pas l'absence de choix intelligent qui est récurrente à tous les matchs avec lui. On a du mal à savoir ce qu'il veut faire du ballon, on sait pas trop où il va en venir, il n'a pas d'idée. J'ai l'impression qu'en termes d'intelligence de jeu, pour un joueur censé être un numéro 10, on est proche de 0. Alors voilà, ça m'a l'air d'être un chic type, hein, j'ai pas de souci avec ça, il est parmi ceux qui me semblent assez concernés par ce qui se passe au club. Mais voilà, sportivement, il est très loin de donner satisfaction, et encore une fois, j'attends toujours les fameux coups francs dont on me parle tout le temps à chaque fois que j'évoque son cas. Et 1re place, ça sera pour le meilleur d'entre nous, hein, si on veut, donc pour Kessié, qui a encore fait beaucoup de tours de terrain sur toutes les pelouses d'Italie, qui a beaucoup couru, mais on ne sait toujours pas pourquoi. Bon, il a le mérite d'être là, il a le mérite d'être, je crois, le joueur qui a le plus joué encore une fois cette saison, comme la saison précédente, en termes de minutes cumulées. Il est fiable sur ça, hein. Par rapport à certains, il est fiable. C'est vrai. Ça, on peut être sûr que lui, il sera jamais blessé. Enfin, là, il n'y a aucun doute là-dessus. Il sera toujours là. C'est 2 troncs d'arbre en même temps, donc ça risque pas de se blesser, ça. Ah, moi, je l'ai vu à Parme, j'étais devant lui au poteau de corner. Physiquement, wow, il est impressionnant. Ah oui, bien sûr. À l'épaule, faut avoir envie d'aller le bouger. Quand il y en a un qui arrive à le bouger à l'épaule, tu dis que le gars, il est allé, il a pris de l'élan pour aller le bouger. Ah, mais en catch, il serait brillant. Hein. Il n'y a aucun problème. Hein. C'est exactement ce que j'allais dire. Si on a besoin d'ouvrir une section catch, d'ouvrir, je sais pas, ou même une section marathon du Milan, pourquoi pas. Par contre, pour la section football, c'est plus possible. Nico, c'est ton tour. Alors, pour pas avoir le même flop que l'ami Roland, moi j'ai fait plus un flop, on va dire, qui correspond en fait aux erreurs complètes du Milan. Ça veut dire qu'en numéro 3, moi j'ai mis Caldara, qui en fait représente le mercato raté d'été du Milan.
Oui, Pourtant, parce que comme le a pauvre, dit, il n'y est pas pour grand-chose. oui, mais ça représente aussi beaucoup de choses du Milan parce que c'est pas la première fois qu'on se prend un joueur qui joue pas une saison après avoir été recruté quand même pour pas mal d'argent. Donc, je pense à Conti. Redondo. Mais bah, moi, on va prendre récemment avec la dirigeance, les dernières dirigeances. Mais bon, ça fait quand même deux fèves qu'on se prend entre Caldara, qui est venu l'un des plus grands joueurs. Oui, Strinic aussi, c'est vrai, j'ai oublié Strinic. Donc Conti, où en fait ça a été raté. Bon, là encore, tu vas me dire, ça a peut-être été fait dans l'urgence, mais à la base, Caldara, ça devait être une valeur sûre. Il sortait de la Juve avec Romagnoli, les deux futurs grands défenseurs centraux. Mais Moi, c'est je peut-être t'avoue pas que fini, ça. oui, moi je t'avoue que de plus en plus, j'ai extrêmement peur de la fève. On verra l'année prochaine. Enfin, je sais pas quand est-ce qu'il reviendra et si un jour on le verra sur un terrain de foot. Mais j'ai très très peur de ces joueurs qui sont déjà très fragiles sans même avoir joué un seul match avec le Milan. Mais voilà, Caldara, voilà, donc qui représente ce mercato raté. On aurait pu citer donc Laxalt, qu'on parle déjà d'un possible départ. Gonzalo Higuain, qui a pris une photo quand même lors de la photo de groupe avant d'aller à la Super Coupe d'Europe, la Super Coupe d'Italie, pardon, avec un paquet de Be Ready dans les mains. Qui à la base venait quand même en étant, moi je dis, avec Higuain, la 4e place est faisable. Enfin bon, voilà. Castillero, meilleur dribbleur du championnat d'Espagne. Enfin, Je sais que c'est une autre photo qui t'a marqué, Nico. C'est celle de Bellanova avec Ronaldo, mais surtout l'arrière-plan de cette c'est vrai photo. que celle-là, J'ai je pas l'avais oublié. oublié. J'ai pas oublié ta réaction. et, enfin, quoi qu'il arrive, je veux dire, bon, il y a eu un mercato qui a été fait dans l'urgence, c'est l'été, mais qui a été au final complètement raté. Genre, le seul qui a été à peu près réussi, c'est Bakayoko, où il y a eu le moins d'histoire jusqu'à cette dernière histoire avec Gattuso. Mais enfin voilà. Donc c'est pour ça que je voulais signaler ça. Ensuite, en 2, Suso, je pense réellement qu'on arrive à la fin d'un cycle avec ce joueur. Pourtant, en termes de statistiques, ben, de très loin, c'est le meilleur de l'équipe. Si on prend sur la saison entière par rapport à Piatek, parce qu'en termes de passes décisives et de buts, c'est le meilleur joueur du Milan sous les couleurs du Milan. Mais je pense que réellement, en termes de contenu, c'est peut-être l'une de ses moins bonnes avec nous, car il a vraiment existé trop peu souvent. Là, en plus, pour renouveler son contrat, enfin à l'époque, il parlait de renouveler son contrat avec Leonardo, il demandait quasiment apparemment le même salaire que Donnarumma. Donc le gars se sent essentiel, mais en montrant tellement peu sur le terrain. Pareil, s'il faut s'en débarrasser, il ne faudra pas hésiter, c'est la fin d'un cycle avec ce joueur. Et ensuite, en premier, j'ai hésité entre Çalhanoğlu et Kessié. Et j'ai décidé de mettre Çalhanoğlu parce que Kessié, mine de rien, en termes de statistiques, a marqué quand même plus que le Turc. La preuve avec ce doublé lors de la dernière journée quand même. Mais donc voilà, j'ai décidé de mettre Çalhanoğlu. On l'a laissé une année de plus. Et il est temps tout simplement d'arrêter avec ce joueur. Pour finir sur lui aussi, Roland disait il attend les fameux coups francs. Il faut savoir que sur les 5 dernières années, je crois qu'il est toujours 3e meilleur tireur de coups francs. Quand même, derrière Lionel Messi et je sais plus quel joueur. Donc, enfin derrière un très grand tireur de coups francs aussi. Je crois que c'est Pjanic. Ouais, mais t'en rends compte, ça veut dire qu'en fait, il les a tous mis sauf avec nous, quoi. C'est ça doit être les ballons, Donc, les pelouses voilà, étaient en pente, comme disaient les Guignols. Voilà, donc pareil, ça a pas l'air d'être une mauvaise personne, mais voilà, il paraît qu'il aurait encore des touches en Allemagne. Pareil, s'il y a des offres, il faudra pas hésiter. Voilà, et s'il manque quelqu'un pour porter les bagages, si j'ai le temps de faire un aller-retour, bon, hein, je suis présent. Voilà. C'est ça, on souligne ta générosité. Allez Tom, c'est à toi. J'ai eu un peu la même idée que Nico, même si l'ordre est différent. Alors en numéro 3, je mis Suso, pour les mêmes raisons qui ont été évoquées. Non pas qu'il était le 3e plus mauvais de l'équipe, mais j'ai voulu souligner peut-être la plus grosse déception, parce qu'avant, il nous avait habitués à être bon une moitié de saison. Là, je pense qu'on est plus à un tiers. Alors là, il a un peu innové, c'est-à-dire que pendant un tiers de la saison, il était très 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 bon, soit donc les 2 premiers mois et les 4 derniers matchs. Mais par contre, le reste de la saison, on avait l'impression d'avoir un croisement entre Keisuke Honda et Alessio Cerci. Donc c'est un peu compliqué pour produire du jeu. Donc là, on avait le festival Je repique au centre, donc le fameux Ariane Robben du pauvre. Et c'était un peu compliqué et je pense que lui aussi peut partir du Milan, que je ne le regretterai pas forcément. Alors oui, il est titulaire, oui, je pense qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas meilleur que lui sur ce poste-là. Mais vu que c'est un joueur qui a coûté peanuts au club, parce que je ne sais même plus quand est-ce qu'il est arrivé, je sais qu'il est arrivé pour quasiment 0 million. Je pense qu'une vente de 40 millions serait plus qu'appréciable pour les finances du club. L'Inter achète Politano ou pas?
Oui, je pense qu'ils vont le faire. Là, en plus, ils ont été sortis du fair play financier. Il y a Conte qui arrive. Là, je pense que l'Inter, on les revoit plus avant un petit moment. Ouais, parce qu'ils prennent Mais Chiesa, donc je m'étais dit que peut-être Politano serait pas repris. non, je pense qu'ils vont le prendre aussi. C'est peut-être plus Baldé Keita qui vont peut-être pas racheter parce qu'il était pas mal. Non, ils le rachètent pas, ils ont déjà annoncé, il repart. Voilà, je pense que Mepolitano, je pense qu'il sera racheté. C'est Keita qui devrait retourner à Monaco. Puis il L'Inter qui prend repartira. Barella et Chiesa au passage. Hein. Ah bah là, en C'est plus, sérieux, ils prennent Barella? Bah, a Ouais, priori, Barella, ils ça prennent paraît Barella sûr. et Chiesa, ouais. Ah, c'est encore une super saison pour nous. Hein. Ah bah l'Inter, de toute façon, on les revoit plus, on les revoit pas l'année prochaine. Ça, bon, voilà, bref. En numéro 2, pour choisir entre le plus mauvais des titulaires, parce que j'ai pas voulu dire le plus mauvais de l'effectif, mais le plus mauvais des titulaires, j'ai également hésité, mais je suis parti sur Kessié, parce qu'à l'inverse de Çalhanoğlu, certes Kessié a plus de stats, mais Kessié a eu 2-3 points au niveau du comportement qui m'ont particulièrement agacé. Je pense la sortie, quand il est sorti du banc, je me souviens plus du match où il a commencé à péter un plomb Biglia. sur Biglia. Ou alors le fameux affichage du maillot d'Acerbi. Il y a 2-3 points qui m'ont un peu énervé et bon, joueur de catch, joueur d'athlétisme, appelez-le comme vous voulez, mais je ne trouve toujours pas le joueur de foot. Malheureusement, on va racheter quand même ce fabuleux joueur 24 ou 25 millions, je crois, cette année. Donc à moins d'une offre phénoménale provenant d'un club anglais, ça risque d'être compliqué de s'en séparer pour l'année prochaine. Et en C'est un joueur numéro qui a la cote en Angleterre. Hein. certes, Tu m'étonnes. vu qu'on a quand même dépensé énormément d'argent sur ce joueur-là, il faudrait une somme, j'avais calculé, je crois, avec Roland sur le forum, il faudrait une somme supérieure à 40 millions pour vraiment que ça puisse devenir intéressant pour le Milan. Mais je pense qu'en Angleterre, ce mec-là pourrait se régaler. Ouais, non. Ah bah après, ça pourquoi Ah, pas, il a si le vraiment il y a un club anglais qui veut mettre 40 millions, mais là, Parce que physiquement, il est je te impressionnant. demande toi, parce que tu veux faire le bagagiste, je te demande toi d'y aller et d'aller en Angleterre. Tu te prends une petite bière dans un pub, tranquille, tu l'amènes, pas de problème. Hein. Bon, moi je serais ravi, mais j'ai quand même certains doutes. Mais enfin, on verra. Et en numéro Numéro 1, c'est un peu ce que disait Nico, ça va être tout ce qui s'est passé l'été dernier. Donc j'englobe notamment le mercato estival, donc avec à l'appel donc Diego Laxalt, qui a réussi à être mauvais sur chacune de ses prestations. Et ça, c'est fort, parce que même les plus mauvais d'entre nous, des joueurs qu'on a vu passer pendant des années, des fois ils étaient bons un match. Laxalt, même pas. Donc au moins ça s'est fait. Castillero, qui n'a absolument rien apporté et qui a réussi à nous rendre Sousso excellent. Enfin, du moins, les moments où Sousso n'était pas sur le terrain, bien sûr. Je pense à Strinic, 0 match. À la fameuse opération avec la Juve, même si là, on ne pouvait pas forcément le prévoir, mais on a quand même mis un paquet de thunes sur Higuaín avec son salaire de prince saoudien pour au final qu'il nous la mette à l'envers et reparte à Chelsea en janvier. Caldara qui n'a pas fait un match. Alilovic qui a fait un match et demi pour au final finir sur Je l'avais oublié, lui. Ah, il y en a un paquet. Hein. Et Bakayoko qui est effectivement le moins mauvais, c'est dire le niveau du mercato estival. Et encore, il y aurait des choses à dire sur Bakayoko, parce qu'il est quand même assez limité. Hein. Ah, c'est pour ça que je veux Oula. rien dire, mais effectivement, il est limité. Mais quand je disais ce qui s'est passé cet été, c'est que c'est même pas que le mercato estival. Et là, je vais un peu me lâcher MJ. C'est, je pense, également aux jeunes, parce qu'on a fait un mercato au niveau des entraîneurs de jeunes qui a été cataclysmique. Aussi bien donc, que la Primavera a été reléguée cette année, quand même, faut le dire. Et je pense que là, c'est la précédente direction avec Fassonnet et Mirabelli qui ont été ridicules. L'absence de l'équipe B. En même temps, c'était des intéristes, hein, donc c'était des agents infiltrés qui étaient là pour couler le club. Ah, Je veux dire, mais y a là, pas... c'était une totale. Et je pense vraiment, donc, hormis effectivement le fond Elliott, où effectivement je rejoins ce qu'a dit Nico en début d'émission, qui nous a un peu sauvé les miches quand ils sont arrivés, tout le reste, au niveau du sportif, que ce soit au niveau des jeunes, des encadrants, des salaires, à tous les niveaux, je pense qu'on s'est planté. Et c'est peut-être là d'ailleurs où ça va être vraiment la seule comment dire, excuse vraiment valable à Gattuso, c'est que comme l'a dit Roland tout à l'heure, c'est que oui, partant de là, ouais, c'est compliqué de faire une bonne saison. Et effectivement, c'est même pas on s'est tiré une balle dans le pied durant l'été 2018, c'est que je pense qu'on s'est tiré tout le chargeur dedans, pas dessus. Donc effectivement, c'est un peu compliqué. Et c'est vraiment pour moi le principal flop de la saison. C'est vraiment tout ce qui s'est passé en 2018 et tout ce qu'il ne faudra pas faire pour l'année prochaine. Bah, en général, je cite 3 joueurs, mais là,
pour le coup, je vous ai rejoint parce que je voulais parler du recrutement, mais depuis 2 ans, parce que je pense que les Chinois ont bien massacré le club et que faut pas oublier les recrutements des Kalinic, André Silva. Évidemment, on peut parler de Laxalt et Castillero cette année, mais aussi évidemment Kessié et Çalhanoğlu, c'est eux. Donc forcément, tout a commencé l'été 2017 où on nous avait annoncé une arrivée triomphante. Pas oublier un truc quand même. Je suis d'accord que les Chinois ont commencé à bien massacrer le club, mais faut pas oublier ce qu'a fait, mine de rien, même s'il nous a fait gagner pendant des années, la gestion à la fin de Berlusconi-Galliani nous a amené aussi aujourd'hui dans l'état dans lequel on est. Et Berlusconi a vendu, en sachant très bien, à mon avis, ce qui allait se passer. Parce que si on a vendu donc à Mr. B, je crois que c'est plus qu'il s'appelait comme ça là, mais les deux avant qui étaient intéressés par le Milan, c'était déjà la presse à l'époque qui avait dit qu'ils étaient ridicules et Berlusconi s'était affiché avec ces gens-là. Donc ils cherchaient des hommes de paille depuis un petit bout de temps, j'ai l'impression, notre ami Berlusconi. C'est vrai, mais le fair play financier, ça vient d'où? Ça vient d'abord des Chinois. C'est quand même eux qui ont fait des dépenses somptuaires pour des joueurs qui en plus nous ont rien donné. Parce que les gens que j'ai signés là, les Kalinic, André Silva, les André Silva revient. André Silva revient, super. Les Laxalt, Çalhanoğlu, bon Castillero là c'est plus récent, etc. Mais tous ces joueurs là, enfin il faut voir les sommes qu'on a dépensées. J'ai pas fait l'addition, mais c'est phénoménal quoi. Et ensuite on me dit que les Italiens sont trop chers, mais regardez-moi ces étrangers de pacotille qu'on a ramenés et qui nous ont mis dans le trou, et à prix d'or. Donc c'est ça que je déplore. Et donc j'ai mis ça numéro 3. Numéro 2, évidemment Kessié inapte au jeu collectif. Alors pour moi Kessié peut labourer, Kessié peut sarcler, Kessié peut biner, mais au foot Kessié ne peut pas jouer. Il est temps de passer à autre chose et de récupérer les 28 millions qui nous a coûté. Et numéro 1, Çalhanoğlu, parce qu'évidemment 3 matchs dans l'année contre des demi-portions c'est insuffisant, et parce que les belles promesses de technique en mouvement, de passes décisives, de frappes de loin et de coups francs, tu l'as bien dit Roland, sont limitées à leur simple expression. Donc il est temps de passer à autre chose et de récupérer les 21 millions qui nous a coûté. Tom veut réagir. Ouais, je vais te contredire, en tout cas je suis pas d'accord avec toi sur les Chinois. Alors, qu'ils ont fait n'importe quoi, ça, je suis totalement d'accord. Ça, tu m'entendras pas dire l'inverse. Par contre, là, je vais rejoindre également Nico. Les dernières années de Berlusconi sont phénoménalement mauvaises. Parce que on le voit peut-être moins, parce qu'effectivement, on a tendance à penser, bah oui, aux sommes déboursées, effectivement, pour Çalhanoğlu, pour Kessié. Mais le salaire de Montolivo, je crois que c'est Berlusconi. Le salaire d'Abate, c'est Berlusconi. Le salaire de Zapata, c'est Berlusconi. Les 22 millions sur Bertolacci, c'est Berlusconi. Les 12 millions sur Matri, je crois que c'est Berlusconi aussi. Là, je le fais de tête. Et on a également eu un mercato où, à part Romagnoli, je ne sais plus quel été c'était, je crois que c'était en 2015. C'était pas l'année Vangioni. Il y a eu Romagnoli et Bertolacci qui sont arrivés la même année. Ouais, est-ce que c'était pas l'année Vangioni? Bacca, Luis Adriano, et au final, il y en a eu qu'un qui a été vraiment compétent, c'était Romagnoli. Mais toutes Tom, ces années-là, on a quand même dépensé toutes ces années-là un argent qu'on n'avait pas forcément. Je pense que vraiment, pour que Gazidis, et moi ça fait des mois que je me tue à le dire à qui veut l'entendre, pour que Gazidis dise, c'est compliqué à dire ça, qu'on risquait la banqueroute, c'est que ce n'était pas que les Chinois, c'est que ça fait des années, et je pense peut-être pas 10 ans, mais je pense qu'on n'est pas loin, où le Milan a un train de vie de prince, de roi, alors qu'on a des revenus qui sont tout juste ceux d'un club potable au niveau européen. On dépense plus que ce qu'on gagne. Et là, je vais déborder, ça va faire une transition sur la prochaine partie, mais je pense que c'est global. Les Chinois ont été mauvais, mais Berlusconi a été également très 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 mauvais sur les dernières années. Mais Tom, juste pour dire, on n'est pas du tout en désaccord en réalité. Moi, tout ce que tu viens de dire, j'approuve. Simplement, ce que je mets en lumière, si tu veux, ce que j'essaie de vraiment mettre en évidence, c'est le décalage entre les promesses. Parce que quand les Chinois sont arrivés, on nous a promis beaucoup de choses, et leur absence de concrétisation. C'est tout ce que je dis, parce que les dernières années Berlusconi, on n'attendait pas grand-chose. En réalité, on savait déjà que c'était perdu. Alors que les Chinois, il y avait quand même une forme d'engouement que je n'ai jamais partagé, mais les gens s'exprimaient. Ça y est, c'est le retour du Milan en premier plan. On nous présentait André Silva comme Cristiano Ronaldo, on nous présentait Kessié comme le nouveau Gattuso, peut-être justement, enfin un vrai récupérateur capable de transmettre également des ballons. Et on a vu le contraire. Donc c'est ça que je mets en évidence. C'est pour moi le point de départ, si tu veux, de mes grosses déceptions, parce que Berlusconi, j'attendais rien, c'est l'arrivée des Chinois. Après, l'été dernier, évidemment, ça s'est accentué, et donc on espère que la donne va s'inverser. Mais Roland attend depuis à peu près 10 minutes, donc c'est à lui de parler. Vas-y Roland. Oui, simplement pour revenir pour continuer sur ce que vous disiez, notamment le fair play financier. Pour être très précis, nos premiers ennuis avec le fair play financier datent effectivement du Milan chinois,
Mais il faut se souvenir que la période étudiée par l'UEFA et la commission qui s'occupe du fair play financier, c'était la période, si je dis pas de bêtises, 2014-2017, C'est ça. qui n'avait absolument rien à voir avec le Milan chinois à ce moment-là. C'était simple, c'était la gestion Berlusconi-Galliani sous la propriété de Fininvest, donc la holding Berlusconi, qui était à l'étude et qui était montrée du doigt par l'UEFA. Et donc, il y a eu effectivement l'exclusion dans un premier temps de l'Europa League. On a été devant le tribunal arbitral du sport de Lausanne en ayant changé de proprio entre-temps, puisqu'il y avait eu Elliott donc, qui était arrivé. Donc l'UEFA a plus, disons que le TAS a apprécié la présence d'un fonds Elliott plus que d'un mystérieux chinois dont on ne savait d'où il tirait ses ressources. Mais globalement, je trouve que effectivement, je ne cherche absolument pas à défendre la gestion chinoise du Milan, qui a été catastrophique sur plusieurs points. Notamment, on se souvient de l'entité de la filiale du Milan qui avait été ouverte en Chine, qui devait rapporter je ne sais plus combien de millions de sponsoring, et qui, au terme de sa première année d'activité, avait rapporté quelque chose comme 30 000 euros, ou je ne sais plus les chiffres, mais c'était ridicule. On a tendance, je pense, à oublier le fait que Berlusconi s'était complètement désintéressé du Milan, n'en avait absolument plus rien à faire, laissait tout ça à Galliani qui était dans son petit confort, avec nombre de journalistes qui lui mangeaient dans la main, il faut dire ce qui était, c'était véritablement ça. Il n'y avait aucune critique. Ah, c'était un parrain. Hein. Pardon ? C'est un parrain, Galliani, dans le foot italien. Oui, bien sûr, tout le monde lui mangeait dans la main. Les rares fois où il y avait quelqu'un qui élevait la voix, c'était Maldini qui était à l'extérieur. Berlusconi a laissé faire. On avait la fameuse politique du trentenaire qui n'aura pas droit à plus d'1 an de contrat, ce qui a provoqué le départ de Pirlo, on s'en souvient. 2 ans après, quand il faut prolonger aussi, oui, bien sûr. Et 2 ans après, quand il faut prolonger Montolivo, on fait quoi ? On lui propose 3 ans de contrat avec je ne sais plus combien de millions de salaire. Tout est parti de là, de ces dernières années qui ont été ridicules. Alors, on est tous tombés dans le Milan, dans la marmite du Milan à la sauce Berlusconi, évidemment, puisque c'était la période faste. On a tous commencé comme ça. Oui, pardon, oui. Parce que je disais, on critiquait déjà sur la fin quand même. Si tu réécoutes les émissions, qui participaient pas à l'époque, mais on tombait déjà à bras raccourcis sur la gestion berlusconienne du Milan. Hein, évidemment. Et on a été... Mais gentiment quand même, parce qu'on n'oubliait pas qu'on avait bien mangé avant aussi. Oui, bien sûr, il y a toujours deux poids, deux mesures, il faut savoir raison garder dans le raisonnement. Mais je trouve que malheureusement, ce qu'on a pu critiquer des Chinois de manière juste, ou à l'heure actuelle avec le fonds Elliott, on oublie que l'un comme l'autre, et notamment le fonds Elliott à la fin, ont récupéré un Milan qui est... Exactement. Et on est dans cette situation là, et le problème c'est qu'on n'arrive pas à accepter, nous, les commentateurs, les suiveurs, les amateurs du Milan, les tifosi, on n'est pas en mesure de se rendre compte du temps que ça va prendre, du degré de souci dans lequel on se trouve, parce que Berlusconi, depuis qu'il a vendu, il n'y a pas un mois où il ne se prive de parler dans la presse pour dire oui, finalement, j'aurais peut-être pas dû, le Milan c'était mieux avec moi, parce que j'étais un supporter du Milan. Alors, il pouvait être supporter du Milan tout ce qu'il voulait, mais à un moment donné, c'était un homme d'affaires, et il a bien vu que sa holding, elle perdait de l'argent avec le Milan. C'était un puits sans fond, ce club. On paye des années de mauvaise gestion, qui ont commencé il y a bien longtemps, à partir, si on veut vraiment être très large, à partir de la Ligue des Champions de 2007, là où on a commencé à renouveler tous les grands joueurs qui ont fait cette victoire en Ligue des Champions, sans regarder, sans prévoir l'avenir, sans regarder les montants. On leur a tous filé des contrats pharaoniques. On a pris des joueurs à gauche à droite contre des gros montants qui finalement ne sont jamais avérés au niveau. Et tout ça, on le retrouve 10 ans après, là où on est actuellement. C'est ce qui s'est passé à l'Inter en 2011. Et à part que l'Inter a mieux géré la suite. C'est exactement là où j'allais en venir. L'Inter a connu ça. Moratti, dans un premier temps, a vendu j'ai perdu son nom. Des Chinois aussi. Oui, ou je sais plus de quel pays d'Asie ils étaient originaires, mais qui a fait pareil 1 an seulement, ou presque, qui a tout de suite revendu derrière. C'était Tohir, je crois, qui était thaïlandais, ou peut-être quelque chose comme ça. Indonésien, voilà, pardon.
Et derrière, c'est Suning qui a repris, donc un gros groupe chinois qui apparemment, lui, qui semble sain financièrement et qui est en train de construire quelque chose. Et eux, ils ont compris que effectivement, déjà, il fallait se mettre en conformité d'un point de vue financier, avec le fair play financier, et ils en sont sortis cette année, puisqu'ils sont arrivés à la fin de leur settlement agreement avec l'UEFA. Et ils ont aussi compris que si on voulait se sortir d'une mauvaise situation sportive, il fallait investir sur un coach. Et ça fait combien d'années qu'on n'a pas vu un véritable entraîneur au Milan? Alors, je dis pas que Spalletti est un entraîneur révolutionnaire, mais ils ont pris un entraîneur aguerri qui avait déjà une certaine expérience dans des clubs avec une certaine pression. Il les a ramenés en Ligue des Champions avec un effectif, somme toute, pas formidable. Et maintenant, ils passent à l'étape suivante. Et ce matin, ils annoncent le recrutement de Conte. Voilà. Et nous, pendant ce temps-là, on rame avec nos histoires d'argent, nos histoires d'entraîneurs, les dirigeants qui changent tous les ans, Leonardo qui part au bout d'un an, Maldini qui ne sera sans doute même pas là l'année prochaine. On est dans un marasme perpétuel et j'ai l'impression qu'on ne fait rien pour en sortir et on ne trouve pas de sérénité pour nous permettre d'en sortir. Bon bah justement Roland, tu nous fais la transition puisque il est temps d'en venir pour terminer au changement préfiguré par l'absence de Ligue des Champions, le départ de Leonardo, les projets du fonds Elliott qui chercherait à refaire le FC Nantes en Italie. Quelles options sur le marché des transferts, messieurs? C'est l'heure des prédictions ou plutôt des anticipations. On commence avec Nico. Moi, je t'avoue que j'ai extrêmement peur pour ce qui va arriver pour le Milan. J'ai Gazidis. Alors, je suis très naïf. J'avais cru à la bonne, aux Chinois. Ils m'ont, voilà, j'ai eu tort. Le fonds Elliott, bon, je savais que c'était un fonds vautour, mais quand ils sont arrivés avec Leonardo et Maldini, ils m'ont jeté de la poudre dans les yeux, j'y ai cru. Enfin, ils m'ont mis plutôt des étoiles dans les yeux, j'y ai cru. Mais là, maintenant, voilà, Gazidis, au moins, a le mérite quand même de parler clairement. On pourra pas dire qu'il est hypocrite. Quand il dit qu'il veut faire ce qu'il a fait à Arsenal avec Milan, je veux dire, regardez Arsenal hier, ils ont pris un 4-1 contre Chelsea, alors oui, en finale d'Europa League. Il n'y a plus un grand joueur dans cette équipe. C'est devenu, alors que c'était un grand club anglais, aujourd'hui, c'est devenu le 6e club, voire le 7e club anglais. Ça fait je ne sais combien d'années qu'au niveau national, au niveau européen, ils n'existent pas. Alors oui, ils ont fait une demi-finale et une finale d'Europa League. C'est vrai que ces 2 dernières années, mais bon, voilà, dans la compétition de seconde zone, le Milan, on parle d'un des plus grands clubs au monde à la base. Après le Real Madrid, peut-être le 2e. Je veux dire, c'est pas la place du Milan, c'est ce qu'a dit Capello. Mais le Milan, c'est pas un truc, on fait un projet avec les jeunes, comme à Monaco, on achète plein de jeunes pour les revendre 2-3 ans plus tard. Je veux dire, c'est effrayant ce Milan. Les 2 noms qu'on nous annonce sur le banc de touche, moi, c'est ce que je t'ai dit lors de la dernière émission, que s'il y avait un gros transfert à faire, c'était sur un grand coach et lui laisser les clés du camion pendant quelques années, comme vient de le faire l'Inter avec Conte. Alors moi, je voulais pas Conte, j'espérais quelqu'un d'autre. La Juve rêve de Guardiola ou de Klopp pour remplacer, même s'ils n'arriveront peut-être pas à le faire, mais en tout cas, c'est leur rêve et ils essayent pour remplacer Allegri. L'Inter a viré Spalletti pour prendre Conte. Et nous, on vire Gattuso. Enfin, Gattuso démissionne pour prendre Gianpaolo de la Sampdoria ou Simone Inzaghi de la Lazio. Mais franchement, je veux dire, c'est effrayant. Je vois pas ce qu'on peut espérer de mieux que ce qu'on a vu l'année dernière. Cette année plutôt. Donc, niveau transfert, on parle d'Alan Saint-Maximin. Voilà, 2 joueurs que je connais pas. J'ai vu Feghouli de Porto. Enfin bon, je t'avoue que j'ai extrêmement peur. Le Milan serait prêt à accepter aussi une sanction d'être comment dire, interdit d'Europa League et de ne pas aller contre cette décision-là pour pouvoir repartir à 0 en cas où pour l'année prochaine. Ça veut dire que si après le Milan au moins va aller en Ligue des Champions, on accepte d'être interdit, on prend la honte au niveau européen de dire le Milan aujourd'hui ne peut plus aller en Coupe d'Europe car il a des énormes problèmes d'argent, mais après on règle le problème. Mais on va envoyer si ça se fait ça, on va envoyer une image dans l'Europe. Ah, ça va être facile d'aller recruter des joueurs. Jorge Mendes commence déjà à arriver avec son carnet de joueurs. Il a essayé de proposer apparemment Jardim va rester à Monaco. On a parlé aussi de Campos au cas de Lille, mais apparemment c'est plus Campos qui voulait venir que Milan là-dessus. Toujours pas un Italien. Hein. Jorge Mendes, au passage, parlait de faire venir aussi l'entraîneur de Wolverhampton, Nuno Espirito Santo, je sais même pas qui c'était. Enfin, c'est effrayant ce qui s'annonce au Milan. On va voir Domenech. Non, ils en parlent au FC Nantes, ils en parlent à la Jaunelière déjà, pour le jeu à la Nantaise. Mais franchement, j'ai extrêmement peur de ce qui peut se passer. Je pense que le Milan, aujourd'hui, ne fait plus rêver personne, réellement. Peut-être que les jeunes Italiens,
qui ont un Mais ils n'ont pas le passif. droit de venir, Nico, ils sont interdits au club, les jeunes Italiens. Et peut-être encore ceux qui regardent encore les cassettes vidéo, parce que ça fait un bout de temps qu'ils n'ont pas vu le Milan gagner. Mais j'ai extrêmement peur de ce qui peut se passer. Pour moi, le Milan aujourd'hui, ça y est, commence déjà à être déclassé en Europe, on le sait, mais commence à être déjà sacrément déclassé, même en Italie. Et pour terminer, l'année dernière, on avait un doute avant l'Europa League d'être dans le premier ou dans le deuxième chapeau. Là, si elle est dans le doute, si on le fait, on sera au minimum. Alors, on sera dans le deuxième chapeau, voire le troisième chapeau d'Europa League. À l'époque, le Milan, s'il n'était pas dans le premier chapeau de Ligue des Champions, tu étais sûr que tu étais deuxième tête de liste dans le second chapeau, quoi. Ça prouve à quel point on a été déclassé et j'ai extrêmement peur pour la suite. Alors pour ma part, le Milan jeune j'approuve, mais je dois dire que je suis pour un Milan des jeunes qu'on utilise, hein, pas des jeunes qu'on vend bien évidemment. Donc si le Milan devient un petit Barça ou un petit Milan des années 80-90, dont l'ossature était, rappelons-le, composée de joueurs formés au club, avec notamment Maldini, Baresi, Costa Curta, Albertini ou Massaro, alors allons-y, fonçons. Mais si le Milan ça devient le FC Nantes ou la JOCR de l'Italie, à savoir un club formateur qui se fait piller chaque année, là autant tout arrêter, c'est vrai. Donc il faudra regarder attentivement ce que Gadilis et sa clique de vautours comptent faire de nos jeunes talents. Et je pense que la décision de Maldini de prolonger ou non l'expérience de dirigeant sera liée à tout ça. Parce que je doute que Maldini souhaite voir nos meilleurs joueurs vendus à Chelsea chaque année. Ça m'étonnerait ça. Si je peux rajouter un dernier truc aussi, Leonardo et Gattuso ont aussi démissionné car ils ont dit exactement que les ambitions du club qui étaient prévues, apparemment, on était vraiment... Il n'y avait pas beaucoup d'ambitions sportives. Gazidi veut faire ce qu'il a fait avec Arsenal, c'est-à-dire qu'Arsenal, normalement, le Wenger est resté en place parce qu'en fait, au niveau financier, ça marchait à bloc. Le sportif était vraiment secondaire, il faisait le minimum qu'il y avait à faire, ça veut dire au début il arrivait pour la Ligue des Champions et après quand il y a eu le nouveau stade, le stade générait tellement d'argent, parce qu'il y a ça aussi, ils veulent faire un nouveau stade à Milan, mais il faut savoir une chose, les Italiens ne sont pas des Anglais. Et ils ne feront jamais ce que ils n'arriveront jamais à générer ce que arrive à générer les Anglais. Le football anglais est pas pour rien que c'est le football le plus vendu au monde et le plus regardé à l'étranger. Et même la Juve je crois que la Juve fait la moitié de ce que peut faire en termes de résultats, arrive à faire ce que fait la moitié de tableau d'un club anglais. Un gars qui est en milieu de tableau. Alors c'est sûr que c'est pas réjouissant tout ça. Dis-moi Roland, es-tu plus optimiste que Nico et moi? Non, pas véritablement, mais là encore, il faut, je pense, redonner quelques points de contexte. Il faut se souvenir, donc, comme on l'a déjà dit, qu'on est propriété du fonds Elliott. Et le fonds Elliott, il n'est pas là pour faire du social. Il n'est pas là pour former pour la nationale, et ça, il en a absolument rien à faire. Le fonds Elliott, il a récupéré un club, il n'a pas récupéré un club, il a récupéré une entreprise. Et tout ce qu'il va vouloir faire avec cette entreprise, c'est la valoriser pour pouvoir la revendre dans quelques temps. Un fonds comme ça, un fonds d'investissement, n'a absolument aucune vocation à garder un actif comme un club, si on peut appeler ça comme un actif, parce que c'est souvent plus à l'origine de nombreuses pertes financières. Donc, qu'est-ce qu'on va attendre? Ils ont pris quelqu'un, Gazidis, qui a développé le foot, le soccer aux États-Unis, qui est venu après Arsenal, qui a développé financièrement Arsenal. Et ben, il est là pour faire exactement la même chose. Et on sait très bien que le meilleur moyen pour un club de foot pour se faire de l'argent, c'est de valoriser ses joueurs, puisque les joueurs, c'est les actifs d'un club de foot. À partir de là, on sait qu'on en a pour, je sais pas, aller peut-être 5 ans, on va dire. Ils peuvent pas dégager cette année ou dans un an, c'est pas possible? Ah, mais ils dégageront que quand les finances seront saines et que le club aura retrouvé un petit peu, on va dire, une petite valeur. Là, pour l'instant, on n'a aucune valeur. Roland, il y a un an, il me semble qu'il y a un Italien qui vivait aux États-Unis, qui avait fait une offre, ou qui était intéressé. Qui va racheter la Fiorentina. Voilà, est-ce qu'il n'aurait pas mieux valu vendre à cet Italien-là plutôt qu'au fonds Elliott? Ah j'en sais rien, mais peut-être que pour blanchir l'argent de. À l'époque, c'était. Berlusconi aussi. Ouais, à l'époque, c'était encore Young Angli qui était propriétaire. Cet Italo-américain était venu en disant écoutez, moi, je suis partant pour acheter des parts. Il y avait une autre famille aussi, je crois, d'Américains qui avaient des intérêts dans le football américain, notamment. Qui s'était porté candidate, mais à partir du moment où Young Angli voulait pas vendre, c'est passé au fonds Elliott parce que c'était le partenaire financier de Young Angli. Et le fonds Elliott ne va pas partir dans un an parce que, s'il veut partir dans un an, ça veut dire déjà trouver un acheteur et ça veut dire que lui-même veut vendre l'entreprise AC Milan. Donc, ce qui voudrait dire que en un an, le Milan ait retrouvé une certaine valeur financière. Le Milan a une valeur X, on va dire, à l'heure actuelle.
Et pour augmenter cette valeur, pour que ce X devienne 2X ou 3X, j'en sais rien, pour que ça soit justement une somme qui convienne à Elliott, pour qu'il regagne de l'argent là-dessus, ça va prendre du temps. Et quelle sera la durée, je n'en sais rien. Mais en tout cas, Elliott ne sera pas là pour toujours, ou en tout cas ne sera pas là autant de temps que Phil Invest, ça c'est quasiment certain. Reste à savoir combien de temps ça va durer. Ça va dépendre du sportif. Et effectivement, ça va aussi dépendre des ventes de joueurs. Si on arrive à recruter des jeunes joueurs, à les valoriser, à les faire partir pour relativement cher dans d'autres grands clubs, puisque c'est C'est bien ça ce que je disais, c'est pas recruter des jeunes pour les utiliser, c'est pour les revendre. voilà, C'est ça que je déplore. on va manger ça pendant je ne sais pas combien d'années. Voilà, peut-être que je suis trop pessimiste, mais je pense qu'il est important d'ouvrir les yeux sur la situation du club. On ne gagnera pas les Ligues des Champions dans 2 ans, on ne gagnera pas la Ligue des Champions dans 3 ans, on ne gagnera pas même le Scudetto, je n'en sais rien. Ni l'Europa League. Hein. Ah oui, non plus. Tout ce Je qu'on pense va... qu'il va y avoir des gilets jaunes milanais dans pas longtemps. Ah mais à terme, il va y avoir, je pense, une contestation au niveau des supporters. Mais excusez-moi, mais qu'est-ce que le fonds Elliott a à faire des supporters du Ah Milan? bah ça on le sait, c'est le monstre froid, c'est les raisins de la colère de Steinbeck, le mec qui débarque avec son tracteur et ses grosses lunettes qui représente la banque et qui extermine toutes les cultures des paysans. On Ah oui, connaît, c'est- on sait comment ça ouais. fonctionne, mais malheureusement, je suis pas sûr que les supporters aient souhaité ça déjà il y a un an si tu veux. Moi je comprends qu'on joue avec les jeunes, j'arrête pas de le demander, Tom je pense sera d'accord. Puisqu'on réclame ça nous depuis quelques temps, bon moi de façon peut-être un peu plus extrême, mais de là à travailler en réalité non pas pour nous, mais pour les clubs étrangers qui achèteront nos jeunes talents, ça non. Ça c'est trop demandé ça. Mais oui, mais le fait est on va se préparer à ce genre de fonctionnement parce que c'est pas nous qui décidons jusqu'à preuve du contraire. Nous ne sommes que des tifosi, que des suiveurs du club. On n'a aucun pouvoir décisionnel On n'est pas là-dedans des socios du Real Madrid, ouais. non plus. Et à partir de là, moi je sais que on en avait déjà parlé avec Tom il y a quelques temps sur le forum. On en a encore parlé là pendant l'émission, mais un départ de Donnarumma dès cet été, s'il y a une bonne offre, n'est pas à exclure. Oui mais Pour Donnarumma on s'en fout, on l'aime pas. Oui, non, mais Je pense à Romagnoli, je pense à Cutrone, je pense à tous les autres qui pourraient suivre, tu vois. bah oui, bien sûr, mais en l'occurrence, Donnarumma, c'est sans doute celui qui a la plus grosse valeur marchande. Reste à savoir quelle est l'allure du marché des gardiens de but à l'heure actuelle. Je suis pas trop penché sur la question. Alors aujourd'hui, voilà, c'est ce genre de profil de joueurs qu'on va avoir. Si on peut arriver, par exemple, cet été à recruter Tonali, qui monte en Serie A avec Brescia. Oui mais Euh, pour le garder. mais Eh oui. le problème, c'est qu'on ne le gardera pas. Et Tu le voilà. sais aussi bien que moi. On va le recruter, on va sans doute le faire jouer, j'espère, enfin peut-être, hein, évidemment, on se projette. On recrute un joueur comme ça, on le fait jouer, il confirme son talent, il fait quoi? Allez, 2 saisons chez nous, 3 saisons peut-être maximum, et après on le vendra, voilà. À la Juve. Voilà. Paqueta, ça sera pareil, Paqueta il va pas rester chez nous éternellement, faut pas se leurrer, hein. Piontek, c'est pareil, Romagnoli c'est pareil, surtout que Romagnoli commence à avoir entre guillemets un certain âge par rapport à des mecs comme Tonali ou Donnarumma. Donc voilà, je suis peut-être pessimiste, peut-être que je noircis le tableau, mais je préfère n'avoir aucune attente par rapport à Elliott. Sportivement, maintenant notre but ce sera de retrouver avec des champions. Enfin, sportivement, financièrement, comme on disait déjà en début d'émission, financièrement notre but ça sera de retrouver avec des champions. Et puis espérer voilà se faire de l'argent puisque c'est comme ça que tourne le football à l'heure actuelle. Bon alors je sais que Tom eh bien, est très impatient, hein. Donc Tom, vas-y, je sais que tu as beaucoup de choses à dire, donc c'est ton tour. Tu vas clôturer le sujet, vas-y. Ouais, mais Roland a bien avancé le sujet parce que je rejoins dans les grandes lignes, et même à 98% tout ce qu'il vient de dire, notamment par rapport aux objectifs du fonds Elliott. Hein. Ce qu'il a dit, ce n'est peut-être pas plaisant à entendre, ça je l'entends très bien. J'entends effectivement la colère froide de Nico sur le fait que ce projet-là se ressemblera à ça. Maintenant, je vais faire le lien encore une fois avec les propos de Gazidis. Si on était à 2 doigts de la banqueroute, c'est qu'on a une situation financière horrible. Et du coup, d'ailleurs, c'est ce qu'il dit dans son interview, c'est qu'on ne peut pas on ne peut pas continuer avec le même rythme de vie qu'on avait depuis 10 ans. Donc, il faut changer. De notre côté, disons qu'il y a le fonds Elliott qui, lui, veut augmenter la valeur du club. J'ai lu 2-3 infos comme quoi il voulait passer le milliard.
Donc pour passer le milliard, il faut quand même que la valeur du club elle augmente. Donc ça passe par effectivement les jeunes joueurs qui peuvent augmenter de valeur et donc de créer des plus-values. Ça ne veut pas dire qu'on va tous les vendre. Ça va dépendre aussi d'autres paramètres sportifs. On va peut-être moins vendre de joueurs si par exemple on arrive à aller en Ligue des Champions, parce qu'effectivement il y aura d'autres revenus ils vont arriver. C'est là effectivement peut-être que Roland a un peu noirci le tableau. On va pas vendre tout le monde. Mais il y a cette possibilité-là, la possibilité qu'il y ait des jeunes qui augmentent de valeur et qui, en fonction du besoin ou la nécessité, s'il est estimé que c'est pertinent de le vendre parce que ça va rapporter beaucoup, là il sera vendu. Ça ne veut pas dire qu'il y aura et Romagnoli, et Paqueta, et Piatek qui partiront la même année, mais c'est une éventualité qui oui, est à envisager, parce que oui, ils ne sont pas destinés forcément à partir tous chaque année. Ça va dépendre de plein d'autres Donc paramètres. Tom, excuse-moi de te couper, mais le mec qui est attaché au club, en fait, son intérêt c'est de pas être trop bon pour que sa valeur n'augmente pas et du coup qu'il puisse rester. Oui, Si on est pervers. Oui, si on est pervers un peu. Si on ouais, pousse ouais. le truc plus loin aujourd'hui, C'est quel vrai. joueur s'attache aujourd'hui à un club? Ouais, Ah bah, voilà, je pense mais que je pense Romagnoli que a l'air c'est- attaché au club. Hein. On le Oui, sait tout à l'heure. mais c'est une minorité. Voilà, c'est Roland, il le dit là, on s'écrit en off et il dit qu'on perd deux joueurs de valeur par an. Je pense qu'on peut effectivement s'attendre à ça. Allez, un si effectivement on fait des très bons résultats. Genre par exemple l'année prochaine, si on fait de très bons résultats au niveau économique et au niveau sportif, peut-être qu'un seul. Mais cette année, par exemple, je pense que Donnarumma et Souzo partiront. Ça sera deux. Ouais, mais ça on les Et regrettera pas. peut-être, mais peut-être qu'il y aura d'autres années où ce sera le joueur que nous on va regretter. Mais on ne sait pas. Mais effectivement, il faut s'y attendre. Parce que ça va passer par là. Ça va passer par la création d'un stade. Et là, je pense que même si on n'en parle pas beaucoup, je pense qu'ils travaillent sur le dossier. Et je pense qu'on va combattre un peu la mairie. Et ça, peut-être que je laisserai Roland en dire un mot. Parce qu'il est plus à fond sur le dossier que moi. Dans le Mais mot je de la pense fin alors parce que j'ai faim. Hein. et oui, c'est vrai, on va arrêter après. Mais je pense que ça passait par là. Et effectivement, la recherche de sponsors, où là, ça va être le boulot de Gazidis, où il va falloir créer en quelque sorte un cercle vertueux où le Milan va être en capacité après de s'autofinancer. Mais ça va prendre du temps, ça va prendre énormément de temps. Et oui, bah oui, on va peut-être ressembler à Arsenal. Mais après, je peux citer aussi d'autres clubs qui ont eu pendant un temps cette politique-là, avec des joueurs qui partaient, avec des joueurs qui étaient valorisés, qui ensuite créaient des plus-values, notamment un qui est en finale de la Ligue des Champions cette année, parce que un club comme Tottenham, certes, avait les revenus anglais, mais un club comme Tottenham a fait ça pendant plusieurs années. Je pense aussi à un club comme Dortmund qui était aussi en finale de la Ligue des Champions il y a X années. Alors je dis pas que le Milan le sera dans 2-3 ans, mais un club comme Dortmund, ça a pris peut-être une dizaine d'années pour le voir ce qu'ils sont aujourd'hui. Alors peut-être que c'est pas la meilleure équipe européenne du coin, mais en attendant, entre Dortmund, Tottenham et nous, je pense qu'il y a une galaxie d'écart. Et avant de penser qu'on va finir comme Monaco, Porto ou Nantes, comme tu l'as cité, il y a une certaine, il y a un certain juste milieu. Donc maintenant, on va voir. Et comme le dit Gazidis, là on dit qu'on mise sur des jeunes de moins de 23 ans. Mais moins de 23 ans, on sait même pas ce que ça veut dire, ça veut tout rien dire. Est-ce qu'on va recruter des joueurs de 20 à 21, 22 ans où là effectivement bah, on parle de Saint-Maximin, on a parlé de Tonali encore récemment, bah, pourquoi pas Tonali, moi j'adorerais, ça rentrerait dans les clous. Donc pourquoi pas, mais on peut aussi tabler sur des joueurs de 17-18 ans, où là c'est beaucoup plus inquiétant. Donc là on est dans une incertitude. Et après je conclurai là-dessus. Et ça va dépendre aussi sur ce qui va être décidé par rapport à l'UEFA. Parce que là, Nico en a parlé un peu lors du dernier mot. Euh, on pourrait éventuellement s'arranger pour ne pas être sanctionné. Alors certes, l'image, ça en prendra un coup, mais malheureusement, là encore, vu notre situation financière, on va pas pouvoir faire grand-chose. Parce que s'arranger avec l'UEFA pour être en gros banni de l'Europa League, on va appeler un chat, hein, ça nous permet en fait d'effacer les bilans ultra déficitaires des Chinois, de Leonardo et de la première gestion et d'Eliott cette année, des dernières années de Berlusconi, et en fait de repartir sur une feuille blanche. Donc ça nous permettra en quelque sorte d'avoir davantage de liberté et peut-être justement de ne pas forcément perdre 850 joueurs par an du coup en démarrant en fait d'une année zéro. Donc oui, effectivement, au niveau de l'image, c'est un peu inquiétant. Mais malheureusement, est-ce qu'on peut faire autrement? Je ne suis pas sûr. Et j'en viens même à me dire qu'honnêtement, j'en viens même à espérer qu'on s'arrange pour ne pas être en Europa League. C'est dire la situation dans laquelle on est aujourd'hui.
Oui, moi c'est quelque chose qui me déplairait pas plus que ça. Après, encore une fois, recruter des jeunes c'est très bien, mais si c'est pour les revendre, moi je suis contre. Je sais, ça fait 3-4 fois que je le dis, mais c'est vraiment, ce sera mon mot de la fin. Tiens, d'ailleurs, on passe au mot de la fin, comme ça vous pourrez réagir, donner votre sentiment sur ça ou sur autre chose. Roland, tu peux y aller. Bah, moi, tout ce que j'espère, c'est qu'on n'aura pas déprimé non plus l'ensemble de nos auditeurs, évidemment, même si c'est pas une émission très réjouissante. Bon, maintenant, tout ce qu'on peut attendre, c'est les développements autour du coach, du futur remplaçant de Gattuso. Voilà, ce sera pas Conte, ce sera sans doute pas Sarri, ce sera sans doute pas un grand nom. Il va falloir là encore miser sur du jeune ou en tout cas du moins expérimenté. Ça marche pour l'entraîneur comme pour les joueurs. Euh, Malheureusement, voilà, je pense qu'on se retrouvera pour l'émission de pré-saison dans quelques semaines avant l'exercice 2019-2020. On dira à peu près les mêmes choses. Entre-temps, il y aura le mercato qui sera passé, évidemment. Comme depuis Je 10 ans, Roland, on a l'habitude. Voilà, je pense qu'on dira exactement les mêmes choses, qu'on fera part de notre inquiétude, qu'on essaiera d'analyser tout ça de manière objective et assez claire. Voilà, moi je suis pas particulièrement serein pour la suite. J'ai presque tendance à me demander ce qui va en advenir de mon intérêt pour le Milan. Parce que là, ça va au-delà des trophées, simplement. Hein. Ça fait des années qu'on mange des purges, donc si je voulais ne plus être supporter du Milan, ça ferait longtemps que j'aurais arrêté. Mais là, à terme, si c'est pour partir dans un football complètement économique, moi, je pense que ça va très vite me lasser. Et comme tu le dis souvent, MJ, je pense que le football des nations a encore de beaux jours devant lui Ah oui, auprès des supporters. ah bien sûr. Ah oui, c'est l'anti-football moderne par excellence. Nico. Bah moi, je vais continuer un peu sur ce que vous dites. Moi, par rapport à ce foot moderne, et je vais féliciter donc le Gattuso, qui, pour moi, a entretenu sa légende au Milan AC avec ce geste, après, qui au final ne nous surprend pas des masses de la part de ce gars, qui déjà à une époque à Milan, lorsqu'il avait été blessé, avait refusé de toucher son salaire. Euh, il a eu un geste aujourd'hui d'une très grande classe que peu de joueurs ont dans le foot. Bon, nous à Milan, on a eu l'habitude, et certains joueurs l'avaient déjà eu. Kaka aussi avait refusé de toucher son salaire quand il était blessé. Enfin, c'est pas la première fois qu'on voit ça. Et il est la raison pour laquelle j'ai aimé le foot et le Milan, parce que ils avaient tous la même mentalité que lui. Ils se battaient pour le maillot, pour les supporters. L'argent était secondaire. On voyait des gars qui en fait jouaient de leur passion, vivaient de leur passion et mouillaient le maillot. Aujourd'hui, quand on voit que ce soit même nous, on a parlé tout à l'heure de Didio, où il n'y a que argent qui compte, l'UEFA qui organise une Coupe du Monde au Qatar et se rend compte qu'on ne peut pas jouer l'été, qu'il faut la faire l'hiver. Je ne sais pas si certains ont vu ce match hier à Bakou. On aurait dit un match amical d'avant-saison avec des trous vides, où les supporters devaient prendre 2 avions pour pouvoir arriver, et ça coûtait au minimum 1 500 € le voyage sans compter le billet de match, où un joueur ne peut pas se déplacer pour assurer sa sécurité au stade. Enfin, voilà, je félicite le geste de Gattuso qui, même si je suis assez content, à la base j'étais assez content qu'il parte parce que j'espérais que Milan allait recruter un grand coach, ben va beaucoup me manquer et Humainement. oui, humainement on perd énormément, on perd vraiment énormément et voilà, ce gars est une légende pour nous. Enfin pour les supporters du Milan c'est une légende. Ah, c'est Et c'est pas certain, pour rien que hein. partout où il est parti, dans ses carrières d'entraîneur, il faut savoir qu'en Grèce, il a payé, ou je sais plus, ou en Chypre, enfin dans un pays comme ça, il a payé parce que le club était emparé en dépôt de bilan, c'est lui qui avait payé certains des joueurs et du staff aussi. Il avait payé des salaires en tout cas, et à Pise, quand le club est parti en faillite à la fin, ben pareil, il était allé même sans être payé, il avait continué son rôle d'entraîneur jusqu'au bout. Et il avait été acclamé aussi par les supporters à son départ. Mais il faudrait beaucoup plus de Gattuso dans le foot pour que ce football redevienne un peu comme il était avant et comme il était apprécié par les supporters. Alors je crois que Roland n'en a pas fini, donc Tom, il va falloir patienter. Vas-y Roland. Ouais, j'interviens une dernière fois pour continuer sur ce que dit Nico. Il y a quelques temps, j'avais eu l'occasion d'aller à Pise. J'avais rencontré comme ça au hasard des supporters de Pise et c'est vrai que
Gattuso avait laissé, peut-être pas sportivement, encore qu'ils étaient montés d'une division, mais il avait laissé de très bons souvenirs humainement auprès des tifosi. Comme tu le disais, Nico, il s'était assis sur une partie de son salaire puisqu'il n'était pas payé depuis longtemps. Mais il avait continué à assumer son rôle avec une équipe composée de jeunes joueurs, puisque disons les joueurs majeurs de cet effectif étaient partis en voyant leur salaire important ne pas être payé. Il lui restait plus grand-chose, il lui restait, si on veut, quelques bouts de bois pour faire une équipe. Et c'est vrai, quand j'en avais discuté avec des gens là-bas, il avait vraiment marqué Pise, alors qu'il était resté que 2 saisons, si je me souviens bien. Voilà, et je te rejoins pleinement, Nico, dans l'hommage à Gattuso, qui, même si on l'a critiqué pour le point de vue sportif de ces années, de ces mois d'entraîneur au Milan, bah, ça reste toujours Gattuso. Et quand on voit certains éléments de l'effectif, dont Bakayoko, leur attitude par rapport à un mec comme ça, bah, moi, ça m'embête. Et ça rejoint ce que je disais avant sur l'attachement au Milan qu'on peut avoir, nous, en tant que tifosi. Voilà. Allez, il est l'heure du mot de la fin de Tom. Bah, j'en avais deux, mais on m'a un peu devancé pour Gattuso parce que je souhaitais également souligner ce qu'il avait dit. Il a encore dit une déclaration là pendant qu'on est en train de faire l'émission où il clame son amour en disant que le Milan, l'argent compte pas. Voilà, donc je l'ai beaucoup critiqué et c'est vrai que je me suis senti un peu péteux quand j'ai lu ces déclarations, je vous avoue. Non pas que je regrette ce que j'ai dit ou que je le pense pas, hein, parce que sportivement, je maintiens tout ce que j'ai dit, je pense que c'était mérité. Mais au niveau humain, c'est vrai qu'il met quand même une bonne claque dans la tronche et que ça fait du bien. Ça fait du bien et c'est vrai que je me suis dit, bon, peut-être qu'il y a des termes, en tout cas, quand je l'ai critiqué, que j'aurais peut-être pas dû employer. Et peut-être, après, c'est la passion du supporter, mais peut-être qu'effectivement, à chaud, j'ai dit des choses que j'aurais peut-être pas forcément pensé. Et là, il m'a bien fait descendre de 2 ou 3 étages en me faisant bien fermer ma bouche. Et au final, bah, il a réussi en fait ce qu'il pouvait faire de mieux, c'est-à-dire il a fait ce qu'il pouvait faire avec le Milan. Il n'aura pas eu la Ligue des Champions, mais ça, je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'on ne le méritait pas. Mais il n'a pas écorné son image. Et ça, peut-être que c'est peut-être encore plus important que les résultats sportifs. Et je vais donc finir sur mon deuxième mot de la fin. Que nos éditeurs ne prennent pas une chaise, une corde et ne sautent pas dans le vide. On va quand même attendre un peu ce qui va se passer cet été. Vous pourrez vous suicider après. Parce que là, donc, on va attendre la décision de Maldini sur le fait de rester ou pas au Milan. Les derniers échos. Qui en dira long, Tom, sur la suite, parce que je pense que Maldini signera pas pour n'importe quoi. Je pense aussi, les derniers échos sont positifs, donc on va voir. Il devrait avoir des responsabilités. Moi, j'attends de voir aussi la décision parce que s'il y va pas, ça va me gêner quand même. Ouais, voilà, donc j'attends de voir. Là, moi, ça va me gêner. S'il y va pas, ça va me gêner envers lui parce qu'il a toujours demandé des responsabilités et apparemment, il aurait des grosses responsabilités et il veut savoir s'il est capable de pouvoir les tenir. Voilà, donc c'est différent par rapport à d'habitude où on lui proposait des rôles de façade. Exactement. Là, faut voir à la fois au niveau du projet. Il y a plein de choses en fait qui vont être intéressantes, pas forcément emballantes. Hein, je partage le pessimisme ambiant, mais malgré tout, ça va être intéressant de savoir justement quel va être le rôle de Maldini, avec qui il va être entouré, parce qu'on parle de Guesdis parlait donc d'être entouré par pas mal de gens compétents. On parle d'un recruteur allemand qui serait très bon. On parle d'un duo avec un mec qu'on a recruté, je me souviens, Moncada, je crois, qui a été recruté en hiver dernier, qui apparemment est compétent également. On va voir la question du coach, parce que je pense qu'on ne pouvait pas prétendre avoir Conte ou avoir un mec de cette trempe-là. Mais on va voir si on va privilégier un Inzaghi qui fait de bonnes choses à la Lazio ou un pari plus risqué. Je pense qu'on n'en a pas fini et je pense qu'on aurait pu faire limite une deuxième émission de fin de saison dans 2 semaines parce qu'à mon avis, je pense que d'ici là, ça aura déjà bougé. Si vous êtes motivé, on verra, hein, après tout. Bon, je pense qu'après, on a assez déprimé comme ça, mais en tout cas, je pense que va falloir qu'on suive l'actualité du Milan de très près parce que ça risque de bouger. En bien ou en mal, ça on verra bien. Je pense qu'on aura largement le temps d'en parler lors d'émissions de pré-saison de l'année prochaine. Mais en tout cas, voilà. Donc je pense que j'arrive pas à finir la fin. Donc je pense qu'on n'a pas fini avec le Milan cet été. Voilà.
Oui, parce qu'on reviendra, hein, c'est c'est quand même le message. Avec ou sans Roland, on ne sait pas encore, mais on reviendra malgré tout. Hein, on n'a On pas du aime tout quand ça prévu fait mal. d'arrêter. Hein. Il est possible qu'on se concentre aussi peut-être un petit peu plus sur la nationale et en fonction de l'évolution des choses. Mais quoi qu'il arrive, on suivra toujours le Milan, on fera toujours des émissions, il n'y a aucun problème. Et je finis justement en disant, bien évidemment, vive le football des nations. Je rebondis sur ce qu'a dit Roland, parce que c'est le seul vrai football qui passionne les peuples et qui passionnera toujours les peuples. C'est pas un hasard. Donc moi j'ai toujours dit que l'Italie avait ma préférence marquée. Hein. Je supporte le Milan depuis une trentaine d'années, mais je supporte également l'Italie depuis une trentaine d'années, mais bien davantage encore. Donc je vais suivre d'ailleurs le championnat d'Europe des U19 et je crois qu'il y a le U21 également. Oui. Voilà, donc ça m'intéresse, tout ça, ça me passionne. Peut-être d'ailleurs que les recruteurs, sait-on jamais, s'intéresseront à ces joueurs-là. Mais oui, bien sûr, vive le football italien. Et si le Milan, malheureusement, a des années un peu difficiles, même si on le sait pas, hein, on va pas trop s'avancer, puisque forcément, peut-être qu'on réussira à garder quelques joueurs, sait-on jamais. On va pas non plus, comme le dit Tom, se pendre tout de suite. On va essayer d'y croire un petit peu. En tout cas, messieurs, je vous remercie pour votre participation. Casa Milan donc reviendra comme d'habitude en août. Hein. D'ici là, on va s'intéresser donc un peu aux espoirs. Merci à vous. Salut. Ciao. Ciao. Ouais.